Bon, bah écoutez, messieurs, dames, bonjour à tous. On va démarrer. On a respecté le petit quart d'heure de politesse. Donc voilà, tout va bien. Merci d'être si nombreux ce soir. Je crois que la salle va encore se remplir tranquillement. Donc pour cette soirée d'échange sur le thème de l'international, nous allons donc entendre ce soir des entrepreneurs qui ont choisi de s'implanter hors de nos frontières. Voilà, 3 témoins qui vont nous faire partager leur expérience, leur vécu. Mais avant cela, et sans plus attendre, je vais demander à Céline Vigneault de venir me rejoindre, la présidente du club du World Trade Center, pour un petit mot. Céline Vigneault, vous êtes aussi la directrice associée, c'est bon, tout fonctionne bien, de l'entreprise Triskem. Alors, un mot sur le World Trade Center Rennes, tout d'abord, pour commencer, et son ADN. La soirée de ce soir, elle est vraiment à l'image de l'ADN du club, en fait. Oui. Oui, en fait, le World Trade Center a été créé vraiment pour fédérer les entreprises qui sont déjà à l'export, mais aussi qui importent aussi, et même les jeunes entreprises qui ont envie d'aller à l'export. C'est de leur montrer, et l'ADN de ce club du World Trade Center en Bretagne, c'est vraiment de faire partager les expériences. C'est d'essayer de fédérer les entreprises autour de cette philosophie que on est plus fort quand on est plusieurs, que c'est toujours intéressant de voir ce que fait son voisin, de prendre des conseils chez les autres. Il y a beaucoup d'entreprises dans le tissu économique, surtout en Ille-et-Vilaine, d'entreprises qui réussissent à l'international, et même en Bretagne. De toute façon, le breton sans l'international... Et je ne suis pas bretonne. Et en fait, le World Trade Center, au-delà même, parce qu'il peut y avoir des clubs d'entreprises qui ont des affinités avec l'international, le World Trade Center, c'est aussi quand même un réseau mondial. Et oui, ça, c'est très intéressant pour les membres de ce club. C'est qu'on a accès à un réseau sur un certain nombre de pays, au travers de 330 clubs World Trade Center dans le monde, qui nous mettent en relation avec des professionnels, c'est-à-dire avec des entrepreneurs comme nous tous, qui ont eux aussi des problématiques dans leur pays, qui ont une expérience de leur territoire. Et ça, c'est très intéressant aussi quand on veut démarcher, développer un territoire en particulier, de pouvoir rentrer en contact avec ces gens-là au travers du réseau des World Trade Center. Après, il y a des services associés, des choses comme ça. Mais au niveau du club, ici à Rennes, l'ADN, c'est vraiment ce partage. Et pour nous, ça nous tient à cœur, cette soirée, ce soir, de faire venir des entrepreneurs qui ont vraiment de belles entreprises, et pour faire partager un petit peu le fait d'aller à l'international, qu'est-ce que ça leur apporte. Et on a tous plus ou moins une expérience, on a tous plus ou moins des expériences réussies, des bas aussi à l'international. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de discuter et d'échanger sur ce qui n'a pas fonctionné sur forcément. Toutes les expériences, qu'elles soient positives, négatives, pour dire attention là, attention, nous il y a ça, il faut faire attention à ça, ou des choses comme ça. Et voilà. Un partage d'expérience. Un partage d'expérience. Merci beaucoup, Céline Vigneault. Je vais reprendre le micro. On vous retrouvera en fin de session pour une petite conclusion. Je vais du coup demander à nos 3 témoins de venir nous rejoindre. Donc Catherine Fayet, la directrice générale de La Croix-Sofrel, basée à Verne-sur-Sèche, je vous en prie. Christian Taccard, PDG du groupe Galapagos, groupe de biscuiterie bien connu. Et puis Stéphane Biro, directeur commercial et marketing de chez Sulky Burel. Venez vous installer tous les 3 autour de cette table. Alors, je vais rester là si vous voulez bien. Je donne des ordres, hein, vous allez voir, je suis un peu pareil, l'œil sur la montre, vous allez voir, c'est... Voilà. Alors... on va commencer par le commencement, disons, pour que tout le monde soit sur un petit pied d'égalité. Je vais vous demander en 5 minutes de nous présenter un petit peu chacun vos entreprises respectives, et on va commencer avec vous, Stéphane Biro. Vous êtes, je ne l'ai pas précisé, directeur commercial et marketing de chez Sulky Burel. Je vous donne un micro, il est allumé. Comme la soirée, vous le savez, est filmée et retransmise en direct sur le site du World Trade Center Rennes. Merci de bien parler dans les micros. Voilà. C'est quand vous voulez, on va lancer votre présentation et puis voilà. Donc, Anne va nous... Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter en quelques mots Sulky Burel. Donc, c'est une entreprise familiale basée à Châteaubourg qui a été créée en 1936
Et donc aujourd'hui, Julien Burel, que vous voyez ici à gauche de la photo, représente la 3e génération. Et donc le président de l'entreprise. Notre métier, nous concevons, nous fabriquons et nous commercialisons des matériels pour la préparation du sol, le semis et la fertilisation, donc à destination des agriculteurs. Quelques chiffres, l'entreprise a réalisé un peu plus de 44 millions d'euros lors du dernier exercice, dont un peu plus de 30% à l'export. Nous investissons massivement sur la recherche et le développement, plus de 5% de notre chiffre d'affaires y est dédié, et même un peu plus de 10% de nos effectifs. Annuellement, nous produisons à peu près 4000 machines et nous sommes environ 250 salariés. Nous avons plusieurs sites de production, nous avons 3 sites. Le site principal ici en Bretagne, la maison mère. Nous avons un 2e site dans le nord de la France, à côté de Lille, qui fabrique des semoirs destinés aux semis simplifiés et aux semis directs. C'est une entreprise qui avait été rachetée, une entreprise concurrente rachetée en 1988. Une 2e entreprise au centre de la France qui s'appelle Prolog, qui a été rachetée en 2000, qui fabrique des distributeurs d'engrais mais traînés, donc attelés derrière les tracteurs. Et puis nous avons créé une filiale commerciale qui s'appelle Sky Agriculture, basée au nord de Nantes, qui commercialise avec sa propre équipe commerciale et technique une gamme de semoirs pour le semis simplifié et direct. Et enfin, nous avons un centre de formation agréé non loin de l'usine qui nous permet de former plus de 300 techniciens de notre réseau tous les ans. S'ouvrir au monde, c'est le thème de ce soir. Donc juste quelques données. Nous vendons sur un peu plus de 50 pays dans le monde. Nous avons ouvert une filiale commerciale en Angleterre il y a 1 an et demi. Et puis nous avons tissé depuis peu de temps 2 partenariats commerciaux stratégiques avec d'autres constructeurs. Pour l'un, c'est Rabeux, qui est un constructeur allemand, qui a été racheté par une entreprise française il y a peu de temps. Et donc nous proposons nos produits sous ses couleurs, sous son logo pour la zone germanophone. Et John Deere, qui est le premier constructeur mondial de machines agricoles, pour lequel nous vendons sous ses couleurs et sous son logo des distributeurs d'engrais sur la zone CEI, c'est-à-dire Ukraine, Russie essentiellement. Donc voilà, en quelques mots, je crois qu'on a fait le tour. La présentation de Sulky Burel. Merci beaucoup Stéphane Billerault. On va passer maintenant à vous, Christian Taccard. Si vous voulez bien nous présenter un petit peu le groupe Galapagos. Voilà. Alors, on peut revenir sur la première. Alors, je suis désolé, je m'excuse parce qu'on a pris un petit peu de temps. J'avais oublié un slide et on vous le présentera tout à l'heure. Donc, Christian Taccard, président du groupe Galapagos. Alors, en quelques mots, Galapagos est venu d'une idée en 1989. Donc, de Besançon, je suis venu acheter des gavottes, en gros, et donc une usine qui n'était pas à vendre, qui a été créée en 1920. Et pour ce faire, donc l'idée de Galapagos, c'était de dire les Galapagos, dans les faits, c'est un ensemble de petites îles avec des spécificités de faune, de flore, d'espèces et Darwin. Et nous, Galapagos et ça, on serait un ensemble de petites sociétés qui, chacune d'elles, aurait un savoir-faire et composé de femmes et d'hommes. Voilà un petit peu l'idée de 1990. Donc, on est parti de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires pour, je dirais, grosso modo, l'année dernière, arriver avec un chiffre d'affaires consolidé à peu près de 120 millions. Donc, entreprise familiale, avec, on va dire, 3 partenaires financiers quand même qui ont 25% au niveau du capital, parce qu'on a un développement qui est soutenu depuis quelques années. Et avec les sites principaux qui sont Dinan pour les gavottes, donc le dernier site qui a été construit, qui était en finition l'année dernière, nous avons construit 13 500 m², plus 1500 m² de siège social, car l'usine de Dinan ne suffisait plus, je dirais, puisque en 1990, l'entreprise faisait 500 tonnes de gavottes, et cette année, nous allons en faire à peu près 5000. Donc une gavotte pèse de 5,25 g en nature et 5 g en chocolat. Donc voilà, je laisse calculer le nombre de gavottes. C'est ça. Vous avez 1 heure. 1 heure, oui. Et donc, autre activité, puisque Gavotte est inscrite aux entreprises du patrimoine vivant depuis 3 ans. Et donc, en 2012, nous avons eu l'opportunité de racheter aussi Trauman, qui est une entreprise
que nous avons inscrite au patrimoine vivant également. Et voilà, donc on est fiers, je dirais, d'avoir une activité de biscuits premium, comme on dit, breton, mais premium tout simplement au niveau français, et qu'on exporte à plus de 25%. Alors il y a une petite activité qui est venue en cours de route qui s'appelle Alpina Savoie. Et là, c'est une affaire, je dirais, d'homme et de cœur aussi. Ça fait 30 ans que je vais faire du ski à Méribel, 30 ans que je mange des pâtes Alpina et 30 ans qu'on a les mêmes amis. Et ces amis, un jour, étaient un petit peu en difficulté financière avec leur entreprise. Et comme dans leur gamme de produits, ils ont un produit qui va aussi un petit peu avec notre connotation, petit produit, c'est les crevettes Savoie. Et à partir des crevettes Savoie, on a repositionné l'entreprise qui avait perdu plus de 16 millions d'euros de francs en 2009, 2008, 2009. Et donc, nous, on est reparti gentiment. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui va son bonhomme de chemin, une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, 140 personnes et qui gagne de l'argent et qui n'a plus de dette. Alors, au niveau de l'export, donc là vous avez principalement l'activité de Locmaria Biscuits pour l'export. Donc c'est comme vous, on est dans une cinquantaine de pays. Il faut savoir que nous avons commencé, je dirais, en 1991 avec un client ou deux clients. Et au fil du temps, donc on est parti du principe que c'était un atout majeur, surtout avec un produit spécifique, mais aussi avec des difficultés pour s'implanter. On y reviendra tout à l'heure. À l'heure actuelle, notre région première, c'est l'Amérique du Nord. Donc, on se pose quand même des questions par rapport au nouveau président, savoir un petit peu quelle va être sa politique. Mais il faut savoir que l'Amérique du Nord représente pratiquement 50% des gavottes au chocolat qui sont vendues dans le monde. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, nous avons l'Amérique du Nord avec une implantation à Philadelphie. Donc, on a créé une société qui est à 100% filiale de Locmaria Biscuits basée à Dinan. Et très prochainement, une activité qui va être basée à Hong Kong avec création d'une filiale à Hong Kong. Voilà un petit peu. Merci beaucoup, Christian Taccard. Et puis on va terminer avec vous, si vous voulez bien, Catherine Fayet, donc directrice générale de Lacroix Sofrel, basée donc à Verne-sur-Sèche. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites et un petit peu quels sont les chiffres de votre entreprise. Alors nous sommes une entreprise familiale détenue par une famille basée à Nantes, donc le groupe Lacroix a 3 activités principales. Au total, on fera cette année 430 millions de chiffre d'affaires et à presque 4000 salariés. L'activité historique que vous connaissez probablement, c'est la signalisation routière. Donc ce sont des panneaux statiques et dynamiques, donc là qui font la renommée de l'entreprise en France, je dirais. La deuxième activité, la plus dynamique en termes de croissance du chiffre d'affaires et internationalisation, c'est la sous-traitance électronique avec des usines en Pologne, en Tunisie, en Allemagne et en France. Donc ça qui fera plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et nous sommes le petit de la famille. On s'appelle Lacroix Sofrel. On est basé à Verne-sur-Sèche depuis 1971 et nous on fait à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà pour un petit peu pour l'environnement. Notre métier, nous, c'est de fabriquer des automates spécialisés pour des gens qui exploitent des ouvrages disséminés. Donc, par exemple, notre cœur de métier, c'est les exploitants de réseaux d'eau et de réseaux de chaleur. On fabrique des produits qui vont prendre des données et automatiser des fonctionnements, par exemple des démarrages de pompes, de moteurs, etc. Notre cœur de compétence, c'est de l'électronique, de l'automatisme et de la télécom. Voilà, donc vous avez cité tout à l'heure le chiffre d'investissement. Nous, on consacre aussi plus de 10% de notre chiffre d'affaires sur le développement de nouveaux produits, très forte composante technologique, et on est un industriel, un équipementier industriel. Nous, on vend du produit. Voilà, donc quelques chiffres clés. Donc je vous l'ai dit, on fait 40 millions de chiffre d'affaires, on est 150. Les caractéristiques essentielles, c'est sur l'international, nous avons 2 filiales en direct, l'Italie et l'Espagne, qui sont 2 filiales qu'on a ouvertes depuis plus de 15 ans. Donc on a fait le meilleur et le pire sur ces 2 pays. On vend, pour le reste, on fait 25% du chiffre d'affaires à l'international, donc sur ces 2 filiales, mais surtout par des réseaux de distributeurs dans une quarantaine de pays. Voilà, donc ça c'est la partie internationale qui n'est pas un long fleuve tranquille, mais qui porte l'essentiel du potentiel de croissance de l'entreprise. Donc ça c'est pour nous un vecteur d'attention et d'investissement très très fort. Voilà. Je vous présente simplement les produits, juste pour vous montrer
la nature de nos produits. Donc moi, je suis sur les produits, nous sommes sur les produits donc, que vous voyez à droite, donc sur l'acquisition et le traitement de données. Et donc nos clients, ce sont des gens qui opèrent des réseaux. Donc là, vous pouvez avoir n'importe quel type de client et ensuite vous allez remonter des données sur des outils de supervision où vous allez agir en local, parfois directement, quand on a l'ensemble des données pour pouvoir opérer sur une station ou sur un poste de traitement. Voilà. Donc on vend ces produits industriels. Le dernier slide, nos grands clients, ce sont donc les exploitants de réseau. On travaille sur 2 marchés. L'eau et l'énergie, donc nos grands clients, c'est les exploitants de réseau bien connus que sont Veolia, Suez et SOR, et puis l'ensemble des exploitants publics, semi-publics, publics-privés, avec tous les statuts possibles et imaginables, que ce soit dans le domaine de l'eau ou de l'énergie, avec Dalca et Cofeli en gros clients du côté de l'énergie, et puis aussi l'ensemble des régies ou des autres sociétés qui vont faire de la gestion de chauffage urbain ou de réseau de chaleur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, du coup, pour ces présentations hyper timées. C'était vraiment parfait. Ce que je vous propose, messieurs, dames, 1 heure d'échange sur les différentes thématiques qu'on va aborder par rapport à l'export et à l'international. Et puis ensuite, 1 demi-heure de questions-réponses avec vous dans la salle. Donc voilà, n'hésitez pas à garder vos questions sous le coude pour qu'on évoque ça à partir de 19h. Donc peut-être on va démarrer, vous l'avez un petit peu évoqué, cette ouverture à l'international de vos entreprises. Elle s'est faite à un moment donné qui était un peu tous différents. On va commencer avec vous, Stéphane Biro. Sulky Burel, c'était dans les années 70. Le pari était peut-être un petit peu osé de s'ouvrir ou d'aller à l'international. Donc vous n'y êtes pas allé tout seul. Et vous y êtes allé plutôt sur des pays limitrophes. Un petit peu, racontez-nous cette aventure. Alors c'est vrai que dans la machine agricole, c'est que la France est le premier marché du machinisme agricole en Europe, donc on a cette chance-là, mais en même temps c'est un peu dommage parce que ça n'incite pas à aller à l'export. Donc on a longtemps prospéré sur ce marché-là et Jacques Burel à l'époque s'est dit c'est en même temps un risque, donc il faut aller prospecter à l'export. Mais bon, voilà, on était beaucoup plus petits et il a décidé de s'associer avec d'autres confrères non concurrents de la machine agricole pour avoir cette démarche à l'export. Donc avec plusieurs sociétés, donc ils ont embauché une personne qui a commencé à prospecter justement sur les pays limitrophes. Et petit à petit, on a commencé ce développement à l'export sur la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, etc. Alors du coup, vous, Christian Taccard, l'ouverture, c'était un petit peu dans votre tête dès la reprise de l'entreprise en 90-91. Qu'est-ce que vous aviez en tête? Ça. Vous voulez nous passer? Je commence par la fin. Donc c'est une publicité à Hong Kong. Et ça raconte quoi en fait? Ça raconte de la jeune fille qui aime bien les gavottes et qui va offrir une boîte de gavottes à ses parents. D'accord. Alors en plus de ça, sur la boîte de gavottes, je dirais que notre partenaire de Hong Kong voulait avoir le vieux port de Dinan. Donc c'est toute une histoire. Alors là, c'est sûr que là on arrive en, on va dire en 2017, c'était pour Noël 2016. Alors comme vous l'avez dit, donc fin 90, je reprends les gavottes. Tout le monde se rappelle que les années 91, 92, au niveau du commerce, de l'industrie en France, c'était relativement très dur. Et on faisait donc, comme je disais tout à l'heure, 500 tonnes. Donc je me suis dit, il faut peut-être aller voir ailleurs. Donc premier départ, c'était New York, juin 1991 et puis complètement là. Ouais. Traverser le. Alors donc moi je me suis dit New York j'arrive donc je vais vendre des gavottes quoi. Et au bout de 3 jours, je suis rentré en France, j'avais pas vendu une seule gavotte. J'ai dépensé pas mal d'argent pour les frais et tout. Et j'ai commencé à me dire quand même qu'on pouvait pas partir comme ça quoi. Il suffisait pas d'avoir un bon produit, un produit original. Il fallait partir avec une stratégie. On n'est pas maître du monde comme ça. Et donc on a commencé à réfléchir à une véritable stratégie. Et donc on avait un produit original, un produit de qualité, et il fallait absolument qu'on le fasse déguster, et d'autre part qu'on soit compétitif au niveau des prix. Parce que bon, si vous avez le meilleur produit du monde, si on n'arrive pas à être compétitif, je dirais qu'on ne peut pas se placer au niveau prix.
Et ça, c'était la première démarche. Deuxième démarche, c'était 92, c'était le Japon, Tokyo. Et là, on a eu un accueil favorable de la part des Japonais, de la part, je dirais, du Singapour, Hong Kong, et on a commencé tout doucement comme ça. Alors au départ, c'est vrai qu'on vendait quelques palettes, quelques cartons, et concours de circonstances, je dirais comme quoi il faut être curieux que lorsqu'on fait de l'export. Un jour, je discute avec un ami qui me demande comment ça va sur les États-Unis. Oh, je lui dis on bricole. Donc là, on est en 97 au printemps. Et il me dit il faudra envoyer 2 paquets de gavottes au chocolat à notre partenaire à Philadelphie. C'est pour ça qu'on s'est installé à Philadelphie. Et donc, ma secrétaire vient me voir. Elle me dit dites, monsieur Takar, pour envoyer 2 boîtes de gavottes de 100 grammes, ça coûte 500 francs. Alors, je dis, oh, c'est cher, dis donc. C'est pas croyable. 15 jours après, elle revient, elle me dit dites, monsieur Takar, il voudrait un carton. Et là, je me dis c'est pas possible, ça va nous coûter 1000 francs cette histoire. Et donc, ça c'était le 15 avril, on arrive au mois de juin, nos amis américains nous disent on vient vous voir. Ah bon, vous venez nous voir, oui, pourquoi? Eh bien, on veut voir si l'usine pourra produire ce qu'on va vous demander comme commande. Et c'est comme ça qu'on est parti véritablement. Et il faut savoir que cette année-là, Gavotte faisait peut-être 1000 tonnes, et d'un seul coup, on a fait 20% du volume de l'usine. Et donc, très rapidement, on est monté en puissance et on a pris conscience, je dirais, de notre savoir-faire, de la qualité de nos produits, des efforts qu'il fallait faire, de l'adaptation du packaging aussi. Et très rapidement, on a investi sur de la robotique pour pouvoir être très compétitif. Parce qu'il faut savoir qu'on dit toujours qu'en France, une heure travaillée, chargée, 35 heures, tout ce que vous voulez, ça coûte 25, 27, 28 euros. Une heure travaillée aux États-Unis coûte à peu près 15 $. Donc, jusqu'à maintenant, le dollar est à peu près 1,07, 1,08. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, le dollar était à 1,35. Donc, il y a une différence de coût qui n'est pas possible. Ensuite, ça, c'est pour les États-Unis. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé aussi de nous implanter physiquement aux États-Unis. Donc, pas pour fabriquer des gavottes, mais pour avoir notre réseau commercial, parce que les États-Unis, vous avez 30 ou 40 distributeurs, c'est 30 ou 40 brokers différents avec lesquels il faut s'adapter, parce qu'ils sont vraiment, je dirais, compartimentés ou adaptés par rapport à leurs distributeurs. Vient ensuite l'Asie. L'Asie, donc, on avait commencé avec le Japon, ensuite on a fait Taïwan, ensuite on a fait Hong Kong, on a fait Singapour, après on est parti en Chine. Donc en Chine, on a eu des problèmes dans le sens que on avait déposé la marque Gavotte à Hong Kong, donc avant la réunification de Hong Kong avec la Chine. Et une fois que cela s'est fait, donc nous on avait déposé notre marque, on était complètement convaincus que le fait d'avoir déposé en temps et en heure notre marque à Hong Kong, c'était valable pour la Chine. Et non. Donc il y a une société chinoise qui a déposé le nom Gavotte. On s'est battu pendant 10 ans. 10 ans de procédure, 10 ans d'avocat, parce que donc, on va dire, les escrocs en face, ils voulaient nous faire payer 1 million ou 2 millions de dollars le fait de racheter notre nom. Donc on était très procédurier. Il faut être patient et bien s'entourer au niveau avocat. Et on a récupéré notre marque au bout de 10 ans, donc il y a 3 ans maintenant. Ça fait penser aux Calisson d'Aix qui connaissent le même problème en ce moment. Ou les Opinel, je dirais à un moment donné, ou la Guiole. Voilà. Donc on est parti pour l'Asie avec une implantation. On fait une JV dans les 6 mois qui viennent avec nous à 75% et 25% de notre partenaire chinois. On va revenir après sur les détails, si vous voulez bien, Christian Takar. Donc on a bien compris, priorité États-Unis et puis l'Asie très vite qui est arrivée. Moyen-Orient. Et Moyen-Orient. On va revenir sur justement après comment vous avez choisi les zones d'implantation pour Gavotte. Juste Catherine Fayet, je voulais vous entendre aussi sur la Croix-Sofrel. Du coup, l'international, ça a commencé, vous, dans le sillage de vos grands clients dont vous parliez tout à l'heure, mais ça ne s'est pas fait forcément sans douleur. Racontez-nous un petit peu quelle a été la démarche et peut-être quels écueils vous avez dû essuyer dès le départ. Effectivement, nous, on est tiré par 3 grands clients qui ont eu un développement international très très fort dans les années 90 et 2000, qui l'ont d'ailleurs beaucoup moins maintenant, ce qui nous amène aussi à chercher d'autres pistes. Mais on a été tiré naturellement par des groupes français qui avaient aussi une politique RH très française, c'est-à-dire quand ils prenaient une position à l'international, ils nommaient un Français.
Et les Français exploitants, nous on les connaissait, et ils connaissaient notre matériel. On a vraiment une très forte proximité avec les clients utilisateurs de nos produits. Et donc quand quelqu'un est nommé qui passe de Charleville-Mézières à Jakarta, à un moment ou à un autre, si on sait lui signifier notre facilité, notre capacité à l'accompagner, c'est comme ça qu'on a grandi à l'international. Et on a commencé à se développer de façon très éparpillée dans le sillage de nos grands clients. Ensuite, on a créé 2 filiales, on a racheté nos distributeurs. En fait, on a commencé avec des distributeurs en Italie et en Espagne, avec un certain nombre de difficultés. On a fini par racheter notre distributeur en Italie. Ça nous a coûté pas mal d'argent aussi en frais d'avocat pour plein de raisons, que le contexte contractuel il est que il faut pas faire ça tout seul. Et puis on a eu quelques grands contrats qui ont aussi marqué l'histoire de la société. Alors un contrat aux Caraïbes sur la Guadeloupe, la Martinique, que nous on compte quand même abusivement dans l'export parce qu'en termes d'organisation on ne peut pas le confier à un commercial français. Mais par exemple ça c'est un grand contrat qui a failli couler l'entreprise parce qu'on s'était engagé sur un produit qu'on n'avait pas encore développé avec un enthousiasme dans l'acte commercial un peu plus compliqué à mettre en œuvre d'un point de vue industriel, mais qui a vraiment du coup mobilisé complètement l'entreprise et on est allé comme ça d'opportunité en opportunité. Donc on a grandi avec nos clients et puis en prenant des opportunités. On est aussi avec derrière nous beaucoup de projets qui sont financés, donc avec des grands bailleurs de fonds sur des développements d'infrastructures. Donc ça nous est aussi arrivé de capturer, on a pris un très gros contrat en Italie. Malheureusement, le matériel n'a jamais été installé, ce qui n'est pas très glorieux sur des financements européens. Mais en tout cas, voilà, on a de temps en temps des grosses opportunités. Et ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment intégrer l'international et aller installer des veines de développement qui soient pérennes, stables et qui dépendent moins de nos grands clients. Ça, c'est clair. Alors, ces aventures, elles ont commencé par des petites choses. Pour dire que vous disiez quelques cartons, un ou deux chantiers. Juste, à quel moment on se dit, oh là, il me faut là un véritable plan de bataille, il me faut un plan stratégique. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Christian Taccard. On va peut-être commencer avec vous, Stéphane Biro, sur cette idée de se dire à un moment, oh là, il faut que je fasse des analyses de marché, il faut que je vois un peu mon plan d'investissement, comment, quoi. En fait, notamment sur les marchés stratégiques, c'est là qu'on voit qu'il y a des gains importants à avoir. Donc c'est sur ces marchés-là où on va analyser les choses un peu plus profondément. Alors il faut mieux comprendre le marché. Donc c'est clair qu'il faut aller sur le marché. Il y a pas mal de façons de faire. À l'époque, il n'y avait pas Internet et c'est vrai que la meilleure façon, c'est d'aller voir sur les salons. Je dirais que c'est le premier contact pour prendre des contacts avec les distributeurs, avec les clients finaux. Et bien s'inspirer du marché, ses attentes, et puis voir quel est le potentiel réel et si le produit correspond bien à la demande du client final. Et ça permet aussi naturellement de trouver des distributeurs potentiels qui peuvent être intéressés par nos produits. Alors il y a 2 façons de faire. C'est une première prospection, on y va, je dirais, un peu sans exposer, pour regarder un peu ce qui se fait. Et si on veut aller de façon plus intense, là l'idée c'est de prendre un stand, d'exposer et de montrer qu'on a envie de se développer sur le marché. Et après, il faut essayer de récupérer des données. C'est très important, voir quels sont les tarifs pratiqués par les concurrents, quels sont les niveaux de remise, quelles sont les contraintes techniques qu'il peut y avoir sur un marché, des contraintes en termes pour nos matériels de circulation sur la route, il faut faire homologuer les produits. Il peut y avoir des contraintes qu'il ne faut pas négliger en termes de brevets sur certains marchés. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Donc ça demande une analyse un peu plus poussée, faire un business plan et puis ensuite engager des frais parce que ça veut dire qu'il faut trouver un distributeur et puis il faut un commercial, il faut des techniciens quand on a des produits qui sont élaborés pour pouvoir assurer le service. Il faut réaliser les manuels d'utilisation dans la langue du pays. Alors les frais de traduction sont non négligeables, ça c'est quelque chose d'important. Avoir les documentations naturellement dans la langue et bien traduite parce qu'on peut avoir des surprises quand on confie ça à des traducteurs qui ne sont pas du métier. On peut avoir des choses complètement aberrantes et quand on commence sur le marché, ça peut être catastrophique. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces points-là en fait qu'il faut prendre un par un et mettre en œuvre pour pouvoir progresser sur ces marchés stratégiques. Vous êtes des entreprises d'une taille certaine quand même, tous les 3. Est-ce que du coup, tout ça c'est possible pour tout type d'entreprise, à votre avis, tous
tous les deux, Christian Taccard, Catherine Fayet. Moi, je dirais oui, puisqu'on a commencé tout petit. Mm. Donc, bien sûr, ce qui était faisable dans les années 90, à partir du moment que vous avez quelque chose, je dirais, un produit qui se démarque et qualitatif, je pense qu'on peut réécrire la même histoire. Vous l'avez dit, donc il faut bien, faut être patient. Alors, je me permets de raconter une toute petite anecdote encore. Il y a une quinzaine d'années, c'est sur la Russie. Donc, on commence à travailler sur le marché russe, et puis je dirais, on monte tout doucement, 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Et puis après, on revoit, on baisse 300 000 euros, 200 000 euros, 100 000 euros. Puis bon, moi, je dis au responsable commercial, je dis, bon, ben, Sébastien, il faudrait peut-être dire à notre ami Petrov, là, qu'on va arrêter, parce que bon, maintenant, il va faire 50 000 euros. Donc, chargez-vous de trouver un autre distributeur. Donc, notre ami Sébastien revient quelques temps après, il a trouvé un nouveau distributeur. Donc, on est reparti. Mais 15 jours après d'avoir officialisé le nouveau distributeur, coup de téléphone du nouveau distributeur qui nous dit je ne crois pas que je vais travailler avec vous. Donc on lui demande pourquoi. Et donc il nous dit mais parce que Petrov m'a téléphoné et m'a dit si tu travailles avec Loc Maria, je te mets 2 balles. Ah oui, comme quoi il faut s'adapter aux coutumes du pays. Voilà. Donc, je dirais il faut éviter ce genre de piège, mais bon, il y a quand même beaucoup de pays où c'est beaucoup plus rassurant, je vous l'assure. Non, mais il faut, il faut avoir envie. De toute façon, ce que je vous disais l'autre jour, c'est nous-mêmes, c'est le dirigeant, c'est le responsable qui doit donner l'envie à l'entreprise d'y aller. Et puis, je crois que par moment, on arrive à soulever, c'est le cas de le dire, des montagnes pour arriver à nos fins, quoi. Même si on trébuche, même si on perd nos valises, on perd le passeport, enfin bref, il y a des tas d'anecdotes comme ça. Ouais. Catherine Fayet, vous confirmez aussi ce que disait un peu Stéphane Biro, tout ce qui est les mises aux normes, l'homologation, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont peut-être assez similaires aussi dans votre secteur d'activité. Je pense que vous avez tout dit dans tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il faudrait avoir en théorie. En fait, moi, je suis assez partagée. Nous, on a eu une première phase où on a vraiment été très opportuniste et on s'est retrouvés il y a 4 ans à peu près avec plus de 40 pays, avec des pays dans lesquels on faisait parfois 10 000, parfois 50, parfois 100. Et puis l'année d'après, ça disparaissait. On ne sait pas pourquoi. Le distributeur avait un nouveau produit à distribuer ou alors les projets ne s'étaient pas faits. Donc, on avait une forme d'aléa et surtout, on avait toujours un effort commercial important à faire pour aller chercher des affaires parce qu'on n'avait pas de position, pour moi, suffisamment ancrée dans les pays. Donc, ce qu'on a choisi de faire depuis 4 ans, c'est de s'outiller un minimum en matière d'analyse stratégique. Donc, tout ce qui était fait naturellement, tout ce autour du produit, tout ce qui est certification, nous, normes, c'est quelque chose qui est absolument rédhibitoire. Donc, il y a des marchés sur lesquels on n'est pas comme le marché nord-américain parce que les normes radio ne sont pas les mêmes et qu'on n'y va pas. Mais ça, c'était fait, je dirais, nativement et sans qu'on ait à le faire. Mais en revanche, la question de l'adaptation du produit, elle est clé. Je reprendrai juste 2 points, celle de l'adaptation du produit et celle des compétences humaines. Je pense effectivement, nous, on a toujours travaillé, on a toujours essayé de vendre le Concorde à l'international. Ça marche très bien. J'espère que ça finira mieux que l'histoire du Concorde. Mais en tout cas, nous, on a une belle croissance. Nos clients sont très contents, etc. Mais on vend un produit cher, un produit haut de gamme. Et je sais que pour qu'on passe l'étape supplémentaire et pour qu'on aille doubler le chiffre d'affaires à l'international, ce qui est notre ambition, il faudra qu'on ait une gamme qui a de la profondeur. C'est-à-dire, certes, vendre du Concorde, mais vendre aussi un avion de brousse qui se pose sur une piste de 500 mètres, qui se remplit avec n'importe quel carburant et qui vole de tout temps. Voilà. Donc, il faut qu'on aille chercher cet élargissement de la gamme pour s'adapter. On ne peut pas vendre que du Concorde, ou en tout cas, sinon on restera un produit de luxe. Et voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'adaptation de la gamme. Donc là, nous, on a travaillé sur aussi dire, on va regarder là où notre produit est adapté, parce qu'on n'est pas très rapide pour créer de nouveaux produits. Donc on s'est dit, déjà, on va voir les marchés sur lesquels on peut vendre notre produit. L'analyse stratégique des marchés, donc on a commencé avec ce sujet. C'est assez compliqué et moi, je n'ai pas les ressources pour faire une analyse stratégique sur 40 pays. Ça prend énormément de temps. Et évidemment, les données, effectivement, beaucoup de choses sont disponibles sur Internet. Simplement, il faut rentrer dedans. C'est quand même assez compliqué. Dès que vous êtes sur une langue peu utilisée, par exemple, on veut travailler sur la République tchèque, par exemple, sur l'énergie. Là, vous êtes vite quand même avec une barrière linguistique qui est impressionnante, quoi. Donc, tant que c'est pour travailler sur des pays européens, limitrophes, vous trouvez toujours des gens qui parlent ces langues-là. Et voilà, vous allez vite affronter ce problème-là. Donc, nous, on fait de l'analyse stratégique. On a recruté un chef de marché export pour structurer. Et à un moment, il faut dire stop.
L'analyse stratégique, elle nous aide à établir les pays prioritaires. J'ai 3 pays prioritaires. J'ai des pays de rang 2. Ensuite, j'avance, je fais mon effort sur le commercial. Je vais chercher du business. Je me laisse un petit peu de temps pour que ça marche, parce que ça ne marche pas la première année. Je le sais, il faut se laisser un peu de temps. Et je reverrai tous les ans, tous les 2 ans, mais pas avec tout le monde. On ne va pas passer notre temps à s'interroger sur les marchés cibles. Sinon, on fait des slides et on réfléchit, mais on ne vend pas. Or, moi, j'ai besoin de vendre pour pouvoir faire quelques slides aussi de temps en temps. Donc, c'est dans ce sens-là que ça marche. Donc, voilà. Donc, la partie choix des pays, oui. Réflexion stratégique, oui. À un moment, il faut se dire, OK, on s'est mis d'accord, on renvoie tout le monde sur le terrain et puis chacun va voir des clients et remonte avec des infos. Le second point qui est quand même important, c'est la compétence, la question des ressources humaines. Vous l'avez dit, c'est une affaire, il faut avoir envie d'y aller. On a tous des aventures, des grands moments de solitude où vous vous retrouvez face à des gens, vous pensiez qu'ils avaient besoin de votre produit et que c'était des gens dont vous aviez compris le métier, et au cours de l'entretien, avec les bribes de langue commune que vous avez, vous découvrez que vous n'êtes pas du tout au bon endroit et qu'ils ne font pas du tout le métier auquel vous aviez pensé, mais c'est pas grave, vous allez rebondir sur autre chose, mais effectivement, il y a un côté motocross quotidien. Voilà. Donc il faut aimer cette espèce de dénuement et cette grande humilité face à son produit. Nous, on aime beaucoup nos produits, on en est très fiers. Simplement, quand je vais dans un pays et que je vois un réseau d'eau ou qu'il n'y a pas d'eau, ou que moi-même déjà quand je suis arrivée à l'hôtel, de toute façon il n'y avait pas d'eau, je me dis que pour faire la détection de fuite, ça ne va pas être tout de suite. Il va y avoir des étapes intermédiaires, on va peut-être plutôt vendre des produits sur les forages, etc. Avec la détection de fuite, on verra plus tard. Donc c'est aussi cette adaptation-là, mais il faut une grande détermination. Il faut que, pour moi, l'international, il faut que ce soit le sujet qui fasse rêver nos équipes. Et mes équipes ne rêvent pas du tout d'international, en étant tout à fait honnête. Mes équipes sont des équipes de gens qui ont grandi à Rennes, qui sont nés à Rennes, qui trouvent que la Bretagne est une région fantastique. Perception que je partage. Mais bon, mais ils n'ont ça pas suffit super pas. envie d'aller en République tchèque, mais par non, exemple. Voilà. Alors en plus, en République tchèque, voilà, en hiver, voilà. Donc parce que c'est là que fonctionnent les réseaux de chaleur. Simplement pour dire, il y a une question, pour moi, il y a un enjeu clé autour évidemment des compétences linguistiques et au-delà des compétences linguistiques, de la diversité culturelle. Quand on a une culture extrêmement monolithique, donc nous on est vraiment profondément ancré, produits industriels, ingénieurs, qui s'accompagne évidemment d'une rationalité, qui résiste assez mal à l'interculturel. Donc ça c'est assez redoutable. Donc il faut faire rentrer des étrangers. En même temps, ce qu'on se disait, quand je recrute des étrangers, c'est en général contre l'avis de mes équipes, et je dois reconnaître que leur intégration est quand même très compliquée. Donc je les soigne, je les soutiens parce que j'ai besoin d'eux, parce que je sais qu'ils souffrent et qu'ils font souffrir l'équipe dans laquelle ils sont, mais je sais qu'on a besoin de ça, mais c'est pas facile. Voilà, donc un enjeu fort sur la diversité, parce que pour aller conquérir le monde, le mieux quand même pour aller attaquer des marchés, c'est d'avoir quelqu'un qui nous connaît, qui sait porter justement ce que vous disiez, la qualité produit, qui sait en parler dans sa langue, que je comprends pas, et qui va retourner chez lui, la porter. Donc voilà. Donc c'est pour moi le facteur clé, c'est avoir des équipes où on fait rentrer de la diversité, mobiliser sur les langues, parce que de toute façon, si les gens, je suis toujours surprise dans les entretiens de recrutement de voir que beaucoup de gens écrivent English fluent, et dès que vous basculez en anglais dans l'entretien, là vous en venez à vous demander si vraiment ils savent ce que veut dire fluent. Donc ça, il faut que tout le monde, pour moi par exemple, que tout le monde puisse accéder les cours d'anglais. Ça ne doit pas être seulement les gens qui font de l'international, ça doit être tout le monde, parce que vous ne savez jamais l'heure à laquelle appellera le distributeur, sur qui il tombera au téléphone. La probabilité qu'il tombe sur une personne qui a eu droit au cours d'anglais les 3 dernières années est relativement faible. Donc le meilleur moyen qu'on lui réponde dans un langage qu'il comprendra, c'est que tout le monde parle anglais. Et on en est très loin. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez tous les deux, Christian, Stéphane? Allez-y, prenez les micros, on va faire ça. Alors c'est vrai que l'export, ça doit être partagé dans toute l'entreprise, ça doit être un projet d'entreprise. Et c'est vrai que ça met beaucoup de temps à venir. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence à faire de l'export, il y a pas mal de contraintes qui sont spécifiques à l'export. Et souvent, les salariés de l'entreprise disent avec l'export, ils nous enquiquinent. Donc c'est vrai qu'il y a des contraintes en termes de transport, etc. Et en termes de pièces de rechange, de douane, etc. Et forcément, il faut beaucoup plus de souplesse que le schéma bien rodé du marché français qu'on connaît par cœur. Et donc c'est vrai que c'est à tous les échelons d'entreprise qu'il faut instiller cet état d'esprit export. Et ça prend du temps. Et vos recrutements, on en parlait. Alors comment donc, ça se passe chez vous? On a recruté. Donc on avait un responsable export qui était partagé avec plusieurs entreprises. Et petit à petit, on a fait notre chemin, on s'est développé. On faisait 90, on faisait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, on en fait
Aujourd'hui, on en fait un peu plus de 16 millions à l'export. Et donc, ça c'est allé par palier, en fait. On a commencé à recruter une personne pour s'occuper de la partie PECO lorsque le mur est tombé. Donc, Hongrie, République tchèque, Pologne. Et je racontais tout à l'heure l'anecdote. Sur la Hongrie, mon collègue donc, qui est maintenant responsable export, qui a démarché dans cette zone-là, a rencontré un petit marchand de pièces qui allait vendre ses pièces en Fiat 500 dans les campagnes. Et la première rencontre, elle a été faite dans un porte-à-cabine. Aujourd'hui, il rayonne sur toute la Hongrie, voire un peu plus loin, sur des pays limitrophes. Il fait 380 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, et on est tout petit. Ouais. Christian Taccard, sur cet aspect un petit peu, ressources humaines aussi, et puis constitution des équipes. Alors, donc nous, au départ, il n'y avait pas de responsable export. Et je dirais que si je reprends 95, 98, un jour, on a pris un VIE. Donc VIE sur l'Allemagne, il a commencé comme ça, il est rentré en France, il était responsable régional, ensuite il était à Paris, ensuite il est passé directeur commercial. Donc entre-temps, on avait embauché un directeur export, un grand export, 2-3 assistantes. Et un jour, lorsqu'on a dit, voilà, on voudrait ouvrir les États-Unis, il est venu et il a dit, moi je prends. Donc il avait 15 ans chez nous, il est parti avec son épouse, 3 gamins, déménagement. Donc moi je lui ai dit, ok, on joue le jeu, on ne discute pas pendant 3 ans. Donc objectif, parce qu'il faut quand même les aider un petit peu, parce qu'il a 3 enfants, 3 fois l'école française quand même à Philadelphie, donc je vous laisse imaginer. Donc je lui ai dit, moi, à partir de 2019, si on a gagné, tu as un salaire à l'américaine, un bonus à l'américaine, et alors soit tu décides de rester aux États-Unis, mais tu prends le salaire américain et les avantages sociaux, mais tu ne gardes pas les avantages sociaux de la France, et voilà. Non, mais autrement, donc pour Hong Kong, là, Jérôme a fait un recrutement. Donc, c'est un jeune qui était pendant 5 ans aux États-Unis, qui est de Vannes, et maintenant il veut partir en Asie. Donc, il va partir en Asie à partir du mois de juin. Donc, grosso modo, l'équipe export, c'est 5 assistantes export et 4, donc un en Chine, on va dire, un aux États-Unis, puis 2 pour l'Europe et le Moyen-Orient. Facile à constituer quand même, malgré tout, ou est-ce que justement ces problèmes d'ouverture, ou même je ne sais pas si vous, par exemple Galapagos, ici, vous essayez de recruter des étrangers pour intégrer vos équipes, est-ce que c'est quelque chose qui se fait, est-ce que c'est difficile? Moi je dirais que je reviens déjà peut-être sur le départ, c'est-à-dire que oui, c'est facile, mais encore une fois, c'est un grand mouvement d'élan dans l'entreprise. Et comme donc on a fait des Gavottes 2020, on va dire, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50% à l'export. Donc tout le monde est derrière, c'est-à-dire à la fois le marketing, à la fois l'usine. On a notre premier client américain qui est venu nous visiter, qui a visité la nouvelle usine au mois de novembre, au mois d'octobre, dans le cadre du CIAL. Et on était contents parce que donc c'est l'acheteuse de Costco. Costco, ça pèse, je sais pas, plus gros que Carrefour, à travers le monde. Elle nous a dit, elle n'a jamais vu une usine comme ça, Et donc le but du jeu, c'est aussi de rassurer nos clients à l'étranger par la qualité de ce qu'on peut leur montrer, le savoir-faire. Un jour, il y a un client chinois, puisque avant qu'on robotise, on remplissait les boîtes à la main, et notre client chinois, il a dit, mais c'est un Little China, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans l'usine. Bon, maintenant, on est passé avec la robotique, mais nos clients, lorsqu'ils viennent, on les emmène aussi à Saint-Malo, on leur fait visiter, on leur raconte l'histoire de Rennes. Enfin bref, je dirais qu'on essaye de les rapprocher de la culture dans laquelle on se trouve, je dirais du patrimoine. Et ça crée des liens qui sont relativement très forts. Donc voilà, ça fait partie d'un ensemble, et nos collaborateurs ou collaboratrices, ils sentent ce mouvement et ils ont envie de jouer avec. Moi, je suis la génération qui a fait 90, on va dire à peu près 2015. Jérôme est arrivé avec sa sœur, donc c'est la nouvelle génération. Donc là, ça donne on va dire un souffle nouveau avec des ratios nouveaux. Même moi, je suis un peu obligé de m'accrocher parce que de temps en temps, je me sens avec un parachute là. Donc je me dis, je suis toujours là. Mais ça fait plaisir à voir et c'est ce qu'il faut. Et je dirais qu'il faut. Je reprends tout à l'heure, je parlais des Galapagos. Mais le fait d'avoir, je dirais, imaginé Galapagos comme on l'a imaginé, ça m'a obligé à regarder, à chercher dans la culture et puis de découvrir Darwin. Il faut savoir que Darwin est parti
en 1831, il avait 21 ans. Le commandant du bateau du Beagle sur lequel il est parti, c'était Fitzroy, il avait 26 ans. Donc voilà, je crois qu'on n'a pas attendu, donc on s'aperçoit que 2 siècles en arrière, les jeunes partaient faire le tour du monde, et donc là il faut pousser les jeunes dans l'entreprise, donc il faut, comme vous dites, je note qu'on va tous les inciter à faire plus d'anglais aussi, hein, parce que c'est vrai que le cadran est ouvert. Et il n'y a pas que l'anglais, hein, vous le disiez, c'est vrai que c'est important quand on mise sur des pays d'avoir des gens qui peuvent communiquer dans la langue du pays. Je voulais qu'on parle du mode d'entrée dans ces fameux pays que vous choisissez. Alors, on peut se reposer sur un réseau de distributeurs ou en direct avec les agriculteurs. C'est votre cas, par exemple, chez Sulky Burel? Alors, pas en direct vers les agriculteurs parce que les produits sont relativement techniques, il faut pas mal de support. Donc, on a toujours un réseau de distributeurs à l'export, outre la filiale en Angleterre. Donc des distributeurs qui revendent eux-mêmes à des concessionnaires et qui revendent à des agriculteurs, je dirais c'est le modèle ouest européen. Et sur l'Europe de l'Est, Russie, etc., et dans beaucoup d'autres pays aussi, ce sont des importateurs qui revendent directement à des agriculteurs. Mais on ne passe jamais en direct parce que c'est vrai il y a pas mal de contraintes. Il y a un risque financier, donc il faut l'importateur joue ce filtre. Il faut mettre en route les machines, pouvoir les réparer, assurer je dirais, le suivi pièces de rechange et la fourniture des pièces de rechange. Donc ça, c'est le rôle du distributeur sur place. Et en direct, on a une équipe aujourd'hui de 5 commerciaux et 4 techniciens. Ce serait impossible à gérer. Vous travaillez avec des acteurs locaux, comme vous parliez de Rabe en Allemagne. Alors le marché allemand est un marché très compliqué pour nous, Français. La plupart de nos concurrents sont allemands, bien implantés, sont de très bons industriels, ils défendent très bien leur marché. Et donc, une des stratégies, c'est de s'allier à un constructeur local pour essayer de mieux pénétrer le marché via une autre marque. Donc, on a un dual marketing sur ce marché-là. Il vaut mieux être ami que ennemi. Voilà. Et puis, c'est vrai que la diversité culturelle, on en parlait tout à l'heure, est importante. Nous, on a recruté des gens de cultures différentes, biélorusses, polonais, hongrois, justement pour gérer un certain nombre de marchés, parce que la Russie, c'est vrai que si on n'est pas russe, c'est un marché très 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 compliqué. Donc voilà, ça c'est une démarche qu'on a, mais qui pose des problèmes parce que ces gens-là ne parlent pas français. Donc on communique que en anglais avec eux, donc ça veut dire que les équipes en interne doivent être capables de communiquer en anglais, et nos réunions commerciales, nos réunions techniques se font en anglais. C'est vrai que jusqu'à un certain développement de l'entreprise, à l'export, on mélangeait les réunions commerciales France et export, mais ceux de l'export n'y comprenaient pas grand-chose. On essayait de traduire en live, de baragouiner. Et puis petit à petit, on s'est un peu professionnalisé. On sépare les réunions commerciales et les réunions techniques pour que les problématiques sont complètement différentes. Et comment vous trouvez cette solution des barrages de la langue? Vous faites des formations, vous parliez tout à l'heure de il n'y a pas que les cours d'anglais, mais il faut recruter des gens internationaux, les intégrer, mais aussi former ses propres équipes à ces langues-là. Oui, là, je pense qu'il faut leur donner surtout envie, leur montrer que moi, ce que je souhaite et ce que je leur dis, c'est qu'il ne faut pas qu'ils restent chez la Croix-Sofrel parce qu'ils ont des bonnes conditions de travail. Il faut qu'ils restent chez nous parce qu'ils ont envie d'aller conquérir le monde et qu'on garde cette petite flamme et entretenir une langue étrangère. C'est cette petite flamme, c'est de se dire que vous restez libre de travailler ici parce que ça vous plaît ou ailleurs parce que vous aurez d'autres opportunités. Et je me tire pas une balle dans le pied en disant ça et en incitant mes équipes à aller ailleurs. C'est que plus j'ai des gens qui vont être dans la compétition au sens positif du terme, dans le sens esprit de conquête, qui vont avoir envie de grandir, et mieux je vais me porter, quitte à en perdre de temps en temps parce que ils relèveront des défis ailleurs. Mais c'est pas grave, le monde est petit, on se retrouve. Voilà, moi j'ai pas de réticence là-dessus. Il n'y a rien de pire que d'essayer de protéger en fermant. Enfin, c'est un petit peu le contexte politique actuel, mais enfin moi je pense que et que pour attirer des jeunes notamment, vous n'attirez pas de jeunes en leur proposant un monde avec des frontières, avec un truc où il va y avoir des espèces de segments de. Non, les gens, je pense que, moi je sens dans les jeunes qu'on rencontre, pas forcément ceux qui postulent chez nous, et c'est là qu'on a à faire un effort aussi nous d'attractivité parce qu'on n'est pas connu, on est une petite entreprise, il vaut mieux travailler chez Google que travailler chez la Croix-Sofrel. Donc je me fixe des défis à hauteur de mes ambitions. Je veux dire, c'est aussi de se dire, il faut maintenir cette compétence linguistique. Et je vois à chaque fois qu'on reçoit des visiteurs étrangers,
à la fois combien c'est indispensable qu'on ait des gens capables de porter les aspects commerciaux et techniques vis-à-vis des partenaires en anglais et si possible dans leur langue à eux. Et je vois à chaque fois le désarroi de mes équipes, effectivement, qui ont pourtant préparé une presse, mais qui quand même, face aux visiteurs étrangers, vont quand même passer un sale moment. Mais le seul moyen que le moment devienne moins désagréable, c'est qu'il se répète très souvent. C'est que quand on ressort d'une réunion avec un profond malaise en se disant j'ai été nul et j'ai pas donné le meilleur de moi-même, c'est de prendre des cours d'anglais derrière et de se dire plus jamais je veux vivre une réunion comme ça. Donc ça, c'est vraiment le moteur, et c'est de se dire faut vraiment diversifier, quoi. Et je pense aussi que c'est vrai qu'intégrer des étrangers, c'est compliqué. Alors en plus, quand vous prenez des langues rares, enfin plus difficiles que d'autres, mais en même temps, c'est un phénomène extraordinaire que de. Alors après, moi par exemple, je me bats aussi pour partager les bureaux. Qui aussi, mais parce que si vous intégrez un étranger et que vous partagez un bureau, ben c'est vrai que oui, vous allez supporter entre guillemets le bruit de la langue de l'autre en permanence, mais vous allez aussi entendre la musique de la langue de l'autre, et ça va être un facteur d'accoutumance. Donc oui, c'est vrai, il faut un petit peu se battre. C'est pas des sujets qui passent très facilement, mais à la fin, je sais que ce sera, c'est très arrogant ce que je veux dire, mais ce sera bon pour l'entreprise et ce sera bon pour eux, parce que si vous rentrez dans une entreprise et qu'en sortant vous parlez une langue supplémentaire, ben, je pense que c'est un facteur d'employabilité qui est supplémentaire. Merci Catherine Fayet. On est revenu sur l'aspect un petit peu ressources humaines et constitution des équipes. Juste, on va revenir sur le côté mode d'entrée dans le pays. Vous avez, vous par exemple, tous les deux choisi de vous investir, de vous implanter dans des pays. Pourquoi cette décision de l'implantation? Qu'est-ce que ça diffère? Enfin, quelle est la différence avec justement travailler peut-être avec des distributeurs, seulement des distributeurs? Alors peut-être qu'au départ, on est rentré aussi par les salons, comme cela a été dit, mais aussi avec Bretagne Internationale. Donc on travaillait en prospectant en meute lors de salons, donc ce qui fait que quand vous passez 2-3 jours, vous ne prenez pas de commande, on rentre un petit peu mieux, parce qu'on est en groupe. Vous étiez en groupe. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point par rapport au pays, ce qu'il faut faire aussi, c'est s'adapter, parce que donc qui dit de faire de l'export, aller dans certaines contrées, s'adapter, être invité. Donc l'histoire de faire campagne en Chine ou à Taipei et compagnie, ben, il faut pouvoir le faire modérément, hein, parce que dans certaines contrées, ils sont un petit peu joueurs aussi, hein, ils veulent vous tester pour voir jusqu'où on peut aller. Maintenant, je dirais, vu depuis la date à laquelle on est parti pour l'export, vu un petit peu l'expérience que l'on a et vu les objectifs que l'on s'est fixés, il est nécessaire d'avoir, je dirais, une entité sur place. Alors, si je prends par exemple les États-Unis, donc au départ, on travaillait par l'intermédiaire de brokers qui venaient nous voir, on allait les voir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le dollar avait une parité de 1,30 €, 1,35 €. Et il fallait qu'on cherche des solutions pour être compétitif. Alors, tout à l'heure, on parlait de s'adapter au niveau, par exemple, du packaging. Il faut savoir que le packaging adapté pour le Japon, c'est 60 grammes de gavotte au chocolat. En France, c'est 90 grammes à 100 grammes. Et aux États-Unis, c'est 500 grammes la boîte à 600 grammes. Donc, ils mangent plus. Alors, ils mangent plus, donc ce sont des grosses boîtes. Donc, à un moment donné, pour être compétitif, il fallait qu'on achète des boîtes en Chine, qu'on les rentre en France, qu'on les emmène aux États-Unis. Donc, on s'est dit c'est complètement aberrant. Donc, on a trouvé un fabricant de boîtes aux États-Unis. Par contre, notre gavotte de chocolat, on la fabrique en France. On l'emmène à Philadelphie et puis on fait du co-packing. Donc, on réduit le coût et on ne transporte pas des boîtes fer ou des boîtes vides. Donc, maintenant, du fait du niveau de productivité, de compétitivité qu'il faut avoir, eh bien, il faut être sur place, il faut pouvoir s'adapter, se caler par rapport aux évolutions de consommation, par rapport aux évolutions de packaging, par rapport aux tendances. Voilà, c'est tout. Et donc, comme on va dire, le Moyen-Orient, l'Europe, c'est près de chez nous, donc là, il n'y a pas de souci. On peut le faire en 2 heures ou en 3 heures, ça va bien. Mais les États-Unis, si vous allez à San Francisco, il faut quand même 11 heures. Si vous allez à Tokyo, il faut 11 heures. Si vous allez à Hong Kong ou Singapour, ben c'est 10 heures, c'est 11 heures. Donc, à un moment donné, il faut être sur place, il faut être à l'écoute permanent, il faut s'adapter.
Catherine Veillet. Alors nous, effectivement, on a commencé, on a créé en Italie, en Espagne 2 filiales il y a une quinzaine d'années, et je pense que c'est le chemin qu'on ne reconduira pas. On les a aujourd'hui, on est très contents, on a passé la crise économique, aujourd'hui elles sont à l'équilibre, mais les marchés sont trop étroits pour véritablement grandir. Aujourd'hui, moi j'ai des distributeurs qui sont la plupart du temps multicartes, donc qui ne distribuent pas que mon produit, et j'ai trop d'aléas sur la densité d'efforts qu'ils font sur mon produit. C'est-à-dire que voilà, ce que je cherche aujourd'hui, c'est de co-investir et d'avoir un ancrage local plus fort. On est en train de s'implanter à Singapour. Une opportunité, quelqu'un qu'on connaissait, qui était déjà sur le secteur de l'eau chez Siemens, qui sort de Siemens, donc on le recrute. Donc là, on va vers Bretagne internationale, etc., pour trouver quelqu'un qui nous fait une société de portage. Là, on utilise toutes les pistes. Il faut pas hésiter, etc. C'est un gros mot de se dire qu'il ne faut pas rester tout seul. Donc ça y est, on a embauché notre Chinois au 1er janvier. On a réussi à le payer la semaine dernière. C'est fantastique. Ça commence par ça. Lui aussi était content. Et donc pour moi, le projet, c'est d'avoir un hub en Asie parce que c'est une zone à forte croissance. Je ne vais pas encore sur la Chine, sur les très gros marchés, parce que là, si j'ai pas d'aide ou d'idées ou de partenaires ou de clients, il faut que je trouve un autre moyen pour y aller. Mais en tout cas, notre ambition, c'est d'avoir un hub. D'abord, on démarre tout seul, et puis très vite, moi, je cherche un co-investisseur. On a déjà des bons contacts en Indonésie pour investir avec un local. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes étranger, déjà tout est compliqué, vous prenez de plein fouet toutes les règles juridiques, les règles fiscales, les règles comptables. Et en général, quand même, les législations dans les pays sont faites pour encadrer assez sévèrement les étrangers qui gagnent de l'argent. En tout cas, vous allez être la cible assez révélée, les lapins dans les phares de la voiture. Donc là, il ne faut pas être ce lapin-là. Donc moi, je cherche aussi des partenaires qui vont jouer aussi tout ce jeu de lobby, etc., qui vont mieux anticiper, mieux percevoir les tendances du marché et éviter qu'on se retrouve tout seul face à l'administration. Ça, c'est pour moi vraiment important. Donc le schéma gagnant, c'est de co-investir. Pourquoi pas démarrer tout seul, mais très vite trouver un partenaire, comme vous avez peut-être pu le faire, ce que vous avez décrit tout à l'heure, qui grossit et qui vous emmène. Et voilà. Et je pense que l'histoire que je discute aussi avec mon actionnaire, c'est de dire, moi je ne suis pas une fan des majorités à l'étranger si je ne suis pas sûre d'amener une valeur qui justifie la majorité et un savoir-faire dans le temps qui va justifier une position majoritaire. Parce que aussi je viens d'expériences où j'ai travaillé dans des gros groupes qui voulaient toujours des majorités mais qui n'amenaient pas de valeur, et du coup ça appauvrissait les sociétés et ça freinait le développement. Celui qui amène la valeur, il doit en prendre aussi les bénéfices. Donc voilà. Moi, je pense qu'il faut trouver des partenaires, et j'en ai, moi, mes 2 pays cibles, c'est l'Arabie Saoudite et l'Algérie, qui traversent aussi des situations compliquées, mais qui restent des gros investisseurs sur leurs infrastructures, avec des partenaires industriels avec lesquels je veux me repositionner en disant, attends, t'es pas juste distributeur, nous on fait une société ensemble. J'investis, t'investis, et comment est-ce qu'on peut aller conquérir plus de marchés, y compris en amenant des produits complémentaires aux miens, c'est-à-dire aller chercher des gens que je connais, qui fabriquent des robinets, des postes de relevage, etc., et qui vont compléter la gamme et donner plus de poids à mon activité. C'était un peu l'idée de départ avec Sulky Burel, de s'entourer de confrères qui proposent une gamme. On travaille en effet dans la machine agricole, on travaille pas mal en réseautage, c'est-à-dire que les responsables export communiquent énormément entre eux lorsqu'ils ont une difficulté sur un marché, sur un pays. Et voilà, ils en parlent aux confrères, notamment les salons sont des moments de rencontre privilégiés, et pour savoir s'il n'y a pas un distributeur local qui pourrait être intéressé, qui n'a pas les produits qu'on propose dans sa gamme. Et donc ça, on travaille énormément comme ça, et parfois, quand on veut rentrer chez un confrère, on propose plusieurs cartes, plusieurs confrères assemblés, non concurrents, ce qui permet aux distributeurs d'avoir une offre complète. Et là, ça devient vraiment intéressant pour lui, ou aussi parfois pour bloquer les concurrents allemands qui voudraient rentrer. Ça permet, comme on n'a pas des gammes complètes, de bloquer le marché chez ce distributeur-là. Et pour l'Angleterre, on va travailler un peu de cette façon-là également. On a ouvert une filiale sur ce marché-là, mais également en partenariat avec un confrère français. Donc notre filiale est 100% Sulky. Par contre, on a une team partagée, notamment au niveau commercial et technique. Et on a des produits complémentaires, et donc ça permet d'amortir les charges de structure sur le marché. En tout cas, quand on a préparé, vous étiez tous les 3 d'accord pour dire qu'il ne faut absolument pas y aller tout seul. Il faut se faire conseiller, se faire accompagner, et il faut aussi se baser sur les ressources du pays où on va prospecter, où on va s'implanter. Vous êtes d'accord ? Expliquez-nous un petit peu. Oui, alors concrètement, je vais prendre un exemple. Je l'avais évoqué il y a quelques temps là. On a une cible à l'heure actuelle en France, une petite entreprise dont l'actionnaire majoritaire est un groupe allemand. D'accord ?
Donc là, on se colle carrément dans la peau de la société allemande, c'est-à-dire qu'on fait l'effort de parler allemand, on fait l'effort d'écrire en allemand. Comme la cible, on a envie de l'avoir, on leur dit même que le tribunal, ça sera Francfort. Là, on fait la totale. Non, mais voilà, je crois qu'il faut, en fonction de l'objectif, il faut vraiment, c'est à nous de faire l'effort. Hein. Donc, et plus tard, peut-être qu'un jour, on rachètera peut-être une entreprise aux États-Unis parce que ça fait partie du jeu. Le marché est tellement important. Mais voilà, il faut se fondre dedans, il faut bien regarder, il faut être curieux. Hein, vous l'avez dit, juridiquement, il y a des tas de lois, des tas de normes qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Donc il faut rechercher tous les éléments. Et puis, par exemple, aux États-Unis, on est parti en se faisant accompagner par Pramex. Donc voilà. Et ils sont aussi sur l'Asie, c'est-à-dire qu'ils vous font le juridique, ils vous font l'inscription, l'enregistrement de la société. Voilà, ça ne coûte pas très cher, mais il faut savoir aussi dépenser à un moment donné un petit peu d'argent quand il le faut. Ben justement, retour sur investissement de tous ces paris à l'étranger. Comment ça se passe? Comment ça se calcule? Combien de temps il faut attendre? Vous parliez de patience tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez tous les trois nous dire un mot sur cet aspect-là, le retour entre guillemets sur investissement? Un point juste qu'on n'a pas tellement évoqué. Moi, je suis sur un marché français qui représente quand même encore l'essentiel de mon chiffre d'affaires et c'est difficile de faire du business en France aujourd'hui. Il y a une forme de déprime économique. Alors après, on peut discuter si on fait 0,8, 1 de croissance, mais enfin, en tout cas, moi, ce qui m'euphorise, c'est quand je vais dans un pays où il y a 4 ou 5% de croissance minimum, ou les pays asiatiques. Là, il y a quand même quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui se passe. Ça fait quand même du bien. Donc, ce que je crois aussi, c'est qu'au-delà du calcul économique, c'est pour moi une question stratégique de diversification du risque. Dépendre uniquement du marché français dans une espèce on va dire, d'horizon plat économique, c'est pénalisant. Et ça voudrait dire clairement que l'entreprise se développe plus. En tout cas, nous, on est sur un marché de niche qu'on a quasiment saturé et on ne peut pas se résoudre à ça. Donc là, il faut qu'on aille conquérir. Et la conquête, elle est quand même beaucoup plus facile dans des marchés qui ont de la croissance. Donc ça, c'est pour moi un élément clé. Donc l'analyse économique, on l'a fait. On a aussi un plan, nous, 2020. C'est un beau modèle, une belle cible. On se dit, voilà, et sur l'international, je pense que moi, la cible, c'est d'avoir un ancrage plus profond et d'avoir des gammes de produits dédiés. Et je sais, et le pari que je fais, c'est que la puissance économique, quand j'investis 1 euro sur un développement en France, eh bien, je pense que je peux investir et gagner plus d'argent à l'international demain. Avec une prise de risque supérieure, ça c'est incontestable. On n'a pas parlé des impayés, mais quand vous avez réussi à passer la douane en Algérie, vous espérez que votre client va vous payer, et s'il ne vous paye pas, là quand même, il y a une nouvelle phase de la vie qui commence. Mais voilà, mais ça c'est un vrai risque. Mais derrière, je peux aller chercher du chiffre d'affaires que je n'irai pas chercher en France de toute façon. D'accord, donc pour cette importance en tout cas de se tourner vers l'international, c'est une bouffée d'oxygène pour vos entreprises en tout cas. Alors, pour continuer par rapport à ce que vous dites, donc le retour sur investissement, c'est sûr qu'on a tous des objectifs et des projets, mais on parle aussi de rechercher de mutualiser nos dépenses. D'accord, hein, c'est bon, éventuellement de partir tout seul avec son produit, certes, mais de regarder un petit peu qui autour de nous peut avoir un produit qui pourrait rentrer dans notre gamme, quitte à faire un deal, à faire un partenariat, comme vous l'avez dit. Bon, moi, je pars toujours du principe, un gâteau, si on veut se faire plaisir, il faut le partager. Donc, il ne faut pas rechercher à vouloir posséder 100% tout de suite. Il faut rechercher sur du moyen long terme comment on peut y aller, comment on peut mutualiser, comment on peut y aller dans les meilleures conditions qui font qu'on peut essayer le plus longtemps possible. Stéphane Biron. Pour notre cas, c'est vrai on est sur une production industrielle et c'est vrai que dès qu'on augmente les séries, la rentabilité augmente très vite. Et c'est vrai que c'est important justement d'aller chercher de nouveaux marchés pour augmenter ces séries et améliorer la profitabilité de l'entreprise. Et puis, comme je disais tout à l'heure, hein, quand on est appuyé que sur un seul marché, le risque devient beaucoup plus grand. Nous, on le voit cette année, hein, le marché agricole est catastrophique. En céréales, en lait, enfin dans beaucoup de choses, beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, on est content d'avoir une emprise sur les marchés export, sans quoi l'entreprise souffrirait énormément. Est-ce que peut-être on peut aborder la question peut-être de l'innovation, parce que c'est vrai que finalement s'ouvrir vers l'étranger, c'est aussi devoir s'adapter et ça permet peut-être de trouver aussi des solutions en interne, de trouver des nouvelles pistes. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez été confronté, que vous avez rencontré ?
Oui, de toute façon, on est obligé ou condamné à faire de l'innovation, à rechercher de l'innovation. Alors, des fois, on peut accélérer un petit peu aussi. Donc, bien sûr, on en fait en interne. Donc, on a un nouveau produit qui va sortir à base de gavotte au printemps, là. Mais en même temps, dernièrement, on a racheté une toute petite société qui fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui fait pratiquement rien à l'export, mais qui a un produit qui est unique, qui s'appelle les sarments du Médoc. C'est en chocolat. Donc, on s'est dit, tiens, cette société ou ce produit irait bien avec la gamme de gavotte. Voilà. Et donc, puisqu'il y avait un salon la semaine dernière à l'ISM, donc on a voulu signer la veille de l'ISM pour pouvoir présenter le produit en même temps dans une gamme. Et c'est vrai que donc ça apporte quelque chose de neuf. Les gens ont envie nos clients, on va dire à 80%, ont envie d'essayer. Et donc voilà. Donc après, il faut qu'on augmente bien sûr les tailles de série pour être compétitif au niveau du prix, mais c'est en permanent, quoi. Ouais. Sur cet aspect, tous les deux, Stéphane. L'innovation, pour nous, elle est encore très tournée, innovation, produits, techno embarqués, etc. La difficulté qu'on a là, c'est que les marchés sont tous différents, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de maturité. Vous voyez, par exemple, en France, on a un réseau filaire encore très solide, le réseau cuivre de France Télécom, l'ancien abonnement fixe que vous aviez, et que ça, par exemple, c'est quelque chose d'unique, comme l'histoire du Minitel. Il y a une Minitel nulle part ailleurs dans le monde. Il y a des réseaux qui abandonnent déjà la 2G. L'Australie dit, moi, je veux plus de 2G, je passe à la 3G. Il y a des pays qui disent, non, mais nous, la 3G, on la mettra pas. Enfin, donc, on a vraiment une évolution. Donc, l'innovation, ça, c'est un défi. Moi, l'innovation, c'est surtout que à l'export, il y a déjà plein de choses de compliquées. Donc, il faut simplifier d'autres choses. C'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, par exemple, les commandes. Nous, on traite 20 000 commandes par an, donc c'est vraiment un processus extrêmement bien rodé. L'Algérie, qui est un de nos plus gros pays, je pense qu'il n'y a pas une commande qui passe dans la moulinette sans problème. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est vrai que c'est plus compliqué, qu'il y a toujours des exceptions sur le formulaire du douane, sur le libellé sur la facture. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc je pense qu'il faut innover pour simplifier. Il faut qu'on réussisse donc à aller plus vite encore sur la digitalisation, sur la dématérialisation, parce qu'il faut simplifier, consacrer notre énergie, réussir à travailler plus sur la personnalisation des produits. Donc investir plus sur un produit, qu'est-ce que ce serait un produit algérien fait avec des Algériens pour vraiment super adapté à leur marché, où là on pourrait, moi mes principaux concurrents sur la partie automate c'est Schneider et Siemens, donc je me bats quand même avec des gens infiniment plus puissants que moi, mais justement je suis petit et donc je suis censé être plus agile. Donc là ce qu'il faut c'est réussir à simplifier, ne pas embarquer, et comme on aime beaucoup le produit technique, on aime beaucoup des choses très compliquées, très sophistiquées, et à l'international quand c'est compliqué en France, même à expliquer, quand il vous faut une demi-heure pour expliquer votre produit à un client français, vous pouvez parier que le client étranger ne vous accordera jamais un entretien suffisamment long pour que vous puissiez lui expliquer tout ce que vos produits font bien. Donc ça doit être encore plus simple. Donc il faut aussi innover de ce point de vue-là, sur le processus, sur le produit, et vraiment coller aux attentes du client. Stéphane Biron. Alors, il faut être vigilant, c'est vrai, sur l'innovation, parce que si on écoute tous les marchés, les gammes peuvent devenir pléthoriques, et en fait on s'enlise. Alors que pour gagner en productivité, il faut de la standardisation. Donc il faut trouver le bon équilibre justement entre cette standardisation et la réponse aux besoins du marché. Et donc c'est vrai qu'il faut aussi des équipes commerciales qui soient capables de porter le produit et de ne pas que écouter toutes les demandes du marché, sans quoi on peut être très vite perdu. Et l'innovation aujourd'hui, elle passe de plus en plus, c'est vrai, par la numérisation et l'apport de nouveaux services à nos clients. La différence, elle va se faire, je pense, demain beaucoup plus sur le service que sur le produit. On arrive dans les 10 dernières minutes de notre heure. Je voulais vous proposer qu'on fasse un petit tour de table peut-être pour terminer, et que vous nous disiez un petit peu aujourd'hui, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous referiez exactement pareil, mais qu'est-ce que vous changeriez aussi peut-être par rapport aux déconvenus que vous avez pu rencontrer. On se fait ce petit tour de table, on commence avec vous, Christian Taccard. Je commencerai à apprendre parfaitement l'anglais. Voilà, vous avez compris. Ah oui, est-ce que vous ne referiez pas ne pas apprendre l'anglais? Non, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que non, si je regarde un petit peu, bien sûr qu'on peut éviter certains échecs parce qu'on aurait dû se préparer un petit peu plus, mais d'une manière générale, je trouve que l'ouverture sur le monde a été énormément bénéfique pour l'entreprise, pour les collaborateurs, collaboratrices. Je trouve que, je sais pas, très sincèrement, et puis on rencontre des tas de gens à l'autre bout du monde où il y a un courant qui passe, qui ont envie de travailler avec vous, qui vont vous faciliter la vie. Je sais pas,
j'ai envie de vous dire que, vous l'avez dit, hein, le marché français, il est un petit peu atone, là, on s'ennuie un petit peu. Alors, je ne vous parle pas de nous, la grande distribution. Plombé. Plombé. Donc, non, regardez simplement, tout à l'heure, je disais, allez, 2000 tonnes de gavotte, 1000 tonnes à l'export. 1000 tonnes à l'export, quoi. Je dirais que et demain, ça sera 2000 tonnes à l'export pour 1000 tonnes en France, ou 1100 tonnes. Donc voilà, c'est. Non, c'est. Et puis je dirais qu'en plus de ça, on a envie d'être, au fur et à mesure qu'on avance, d'être très très professionnel, de montrer qu'on a un beau produit, qu'on est compétent, que voilà, qu'on est à la disposition du client. Vous parliez de numérisation. J'étais en train de penser que bientôt nos conteneurs, puisqu'on vend par conteneur de 40 pieds, on vend aussi par palette, mais bientôt on aura une puce dans le conteneur, on saura à l'instant T où est le conteneur, quoi, sur les bateaux et où. Non, je dirais que voilà que pourvu que ça dure. Tout à fait. Le monde est un beau terrain de jeu en tout cas. On se fait plaisir. Et je peux témoigner parce que j'étais à Jakarta il y a quelques semaines et il y avait des gavottes au chocolat au duty free. J'ai fait des photos que j'ai envoyées à mes amis en disant alors là je suis bluffée, hyper contente pour dire aux Indonésiens mais enfin vous pouvez qu'acheter mes produits, vous mangez déjà des gavottes donc forcément c'est un bon début déjà. Ça m'a fait très plaisir. Donc moi je pense que ce qu'on referait c'est de partir, c'est-à-dire de dire de l'énergie pour dire allez go away, vas-y, t'as un salon, durant le jour on est à un salon, on a parfois des salons improbables dans des pays, dans des pays en vous savez toutes les zones qui s'ouvrent là, donc oui mais on a quand même pris, on a ici quelques fans de l'Iran par exemple, donc je suis sûre et j'espère que voilà. Il faut y aller quand on a quelqu'un dans les équipes qui a cette envie et ce courage, parce qu'il faut quand même du courage. Moi, je vois on trimballe des valises avec des démonstrateurs produits qui sont quand même pas hyper simples à transporter. Donc, quand je vois quelqu'un qui part, qui me dit tiens, je vais à un salon en Azerbaïdjan, je dis ok, j'y crois pas trop, donc on va regarder le modèle économique, mais vas-y voir et puis reviens et on en discute. Donc ça, c'est la première chose, cette espèce d'élan qu'il faut de toute façon avoir. Je pense que ce qu'on ne referait pas ou ce qu'on referait différemment, c'est la gamme de produits. Aller à l'international en ayant un produit franco-français qui marche super bien en France, ça c'est très périlleux et c'est les limites du modèle. Si vous n'avez pas à un moment la capacité et la volonté de dédier une gamme de produits, que ce soit sur le packaging ou autre, sans rien perdre sur votre cœur de savoir-faire, mais vous allez vous retrouver avec un décalage de prix ou un décalage de canal de distribution par rapport aux autres. Donc oui, il faut penser l'international, c'est une aventure, mais il faut penser adaptation du produit. Stéphane Viro. Nous, sur la démarche, c'est-à-dire une démarche progressive, d'abord sur l'Europe de l'Ouest, sur les PECO, sur la Russie et puis sur le grand export, c'est vrai que je pense que c'est la bonne démarche d'y aller progressivement, petit à petit, plutôt que de tout vouloir embrasser d'un coup, sans quoi on se disperse. Donc la démarche, elle a été progressive et saine. Sur les choses à éviter, c'est vrai que il faut parfois faire des sacrifices et sur certains marchés adapter ses produits aux besoins du marché et pas vouloir absolument imposer son produit sur le marché, sans quoi ça ne fonctionne pas. Alors c'est vrai que quand les commerciaux reviennent et disent pour ce marché-là il me faudrait ci, pour ce marché-là il me faudrait ça, au bureau d'études c'est vrai qu'ils se bouchent les oreilles, ils disent non mais c'est bon, nous on sait ce qu'il y a à faire. Donc voilà, il faut faire communiquer les équipes et ça c'est une vraie difficulté. D'accord. Pour répondre, peut-être de hyper bien former nos collaborateurs pour l'export au départ, parce que j'ai une anecdote qui me revient en tête. Un jour, on reçoit une commande de Hong Kong, justement, sur des gavottes au chocolat emballées par un. Et moi, je vois la commande, donc un conteneur complet, donc 3000 cartons, très bien. Comme ça fait un certain temps qu'on travaillait sur Hong Kong, je n'étais pas étonné, donc je me dis quand même, notre client fait fort. Et le conteneur arrive à Hong Kong et il s'appelle Montefong, qui me rappelle, et puis il me dit mais qu'est-ce que tu m'envoies là? Tu m'envoies 3000 cartons. Moi j'ai commandé 30 cartons. Parce que l'assistante s'est trompée au niveau du nombre. Et donc là on était 30 cartons, 3000 cartons. Il y avait un jeune qui était en stage chez nous pour l'export. Et je me rappelle toujours, donc je lui dis qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il me dit je m'ennuie un petit peu là. Va donc me vendre les. Je lui dis voilà, tu te débrouilles, tu as une adresse à Hong Kong, tu as 3000 cartons ou 2970 cartons à vendre et tu pars et tu reviens quand tu auras vendu les 2970 cartons. Donc il revient me voir en me disant voilà, j'ai un billet d'avion à temps, mais j'ai dit tu te débrouilles, je t'ai dit que tu te débrouillais. Et puis il me dit je vais dormir où? Mais j'étais à l'adresse de notre partenaire, il va te trouver une chambre. Bon, il est parti. Il se débrouille. Il se débrouille. Il est parti au bout
Au bout de 10 jours, on se téléphonait tous les jours, t'en es où? Alors j'ai une touche, et voici, c'est ça. Et au bout de peut-être 15 jours, donc je lui demande, t'en es où? Il me dit, voilà, j'ai une offre à 17 centimes la portion et une offre à 18 centimes. Mais je crois que je vais prendre à 18 centimes parce que je sens le client. Je lui dis, attends, à 17 centimes, tu as l'offre sûre? Il me dit, oui, mais je ne discute pas, tu vends à 17 centimes et tu rentres. Morale de l'histoire, voilà. Il faut savoir aussi se débrouiller et trouver des solutions sur place. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on peut les applaudir. Comme je vous le disais, on va passer à la petite série de questions-réponses. Je suis sûre que vous avez plein de choses à demander à nos intervenants. Donc, qui souhaite se lancer? Bon, la première question est jamais très facile, mais je suis sûre que ça va venir. Je vais aider mes collègues. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter Christian, comme ça? Christian Voilà. Geffelec, Astelia. Donc, j'ai l'impression, dans ce que vous avez présenté, il y a deux choses qui me manquent. D'abord, l'impression que vous n'avez pas de concurrent, à part peut-être celui qui Burel. Et vous n'avez pas du tout parlé de la réaction des concurrents quand on va sur leur marché ou quand ils décident de venir sur le vôtre. En général, il y a des bagarres assez féroces de prix. Enfin, en tout cas, nous, on peut en rencontrer. Et puis après, plus peut-être sur le côté ressources humaines et ou distributeurs, loin des yeux, loin du cœur, c'est quelque chose qui est difficile à fidéliser, enfin en tout cas dans ce qu'on rencontre nous, et donc un peu quelles sont les bonnes idées pour faire en sorte que ces gens-là, une fois qu'on la confiance est établie et qu'on pense que ce sont des bons, puissent fidéliser. Merci. Qui veut se lancer? Sur la partie ressources humaines, c'est vrai que c'est capital. Déjà, il faut nous, une de nos plus grosses difficultés, c'est de recruter des commerciaux à l'export qui sachent parler en anglais au minimum et puis qui aient envie de bouger. Donc ça, c'est vraiment difficile. C'est vraiment une très grosse problématique. Et ensuite, pour fidéliser les distributeurs, il n'y a rien de tel, il faut les visiter. Il faut les visiter très souvent. Il faut leur montrer que l'entreprise bouge, qu'il y a des nouveaux produits, qu'il y a des nouveaux services, les accompagner en culture, ce qu'on appelle en culture chez les agriculteurs, pour les aider à vendre les produits sur place pour les plus grosses affaires. Donc ça demande beaucoup d'énergie et un accompagnement constant. Sans quoi ils distribuent, pour nous, en tous les cas en ce qui nous concerne, de nombreuses autres marques, et si on n'est pas derrière eux, ils nous oublient et ils se concentrent sur les autres produits. Et donc il faut être, voilà, c'est en permanence, il faut animer le terrain. Alors, Christian, moi je vais te répondre. C'est sûr que peut-être que là on donne l'impression d'y aller tranquille, mais on n'y va pas à la fleur au fusil, comme on dit, c'est-à-dire qu'on essaye de regarder qui fait quoi sur le marché en question. Et alors nous, on a un avantage avec Gavotte, c'est qu'il y a des fabricants dans le Maghreb de produits à peu près similaires, ou en Pologne, mais au niveau qualitatif, on en est loin. Donc on sait qu'on est unique au monde, quoi. On vend vraiment ça, qu'on est unique au monde. Et je dirais que c'est pour ça que je reviens toujours, et moi je dis à nos équipes, c'est pas parce qu'on est unique au monde qu'il faut se croiser les bras, il faut être hyper compétitif. Donc l'investissement qu'on a fait ces derniers temps, c'est pour montrer à nos clients qu'on colle, on veut être le plus compétitif possible pour pas qu'ils viennent nous dire, bon, vous êtes les seuls sur le marché et puis vous engraissez. Non, c'est pas ça du tout. Donc c'est bonne connaissance du marché et puis bonne connaissance des prix aussi. On sait que par exemple, au niveau des États-Unis, à moins de $3, un paquet de 100 grammes, ça se vend bien. Mais au-dessus, à 3,50 ou à 4, ça se vend plus du tout. Donc, c'est pas la peine d'essayer de vendre. Parce qu'on pourrait aussi vendre un peu plus cher que la normale, mais on ne cherche pas. On a un objectif de couverture de coûts fixes au niveau du groupe. Donc, que ça soit sur le marché français pour notre produit ou que ça soit pour le marché à l'export, c'est le même ratio. L'avantage, c'est d'être unique. Moi, j'aurais du mal à affirmer. On prétend, Oui. on espère que notre produit est unique, mais enfin bon, j'ai des concurrents qui savent faire des automates. Moi, je sais les rendre communicants, donc ça, c'est une vraie particularité. Donc nous, on subit la pression effectivement des concurrents, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore développé ce concept d'élasticité prix, par exemple, qui est de se dire, bah tiens, dans ce pays, je sais que le produit se vend à ce prix-là.
Si j'ai un volume significatif à aller chercher et donc une couverture du coût de mes coûts fixes, etc., je vais baisser mon prix et adapter mon mode de production. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on mûrisse. Un point qui est évidemment un point absolument clé, c'est l'animation des distributeurs. Et j'ai pas encore trouvé la martingale. C'est vraiment très dépendant. Typiquement, c'est là où je vous rejoins, c'est la densité de présence. Moi, j'ai eu des expériences avec des commerciaux. On avait un commercial sud-américain qui couvrait le Maghreb. Culturellement, c'était une catastrophe. Clairement, il aimait pas la culture, il n'était pas sensible, il était bien qu'au Mexique. Et donc, voilà, si vous n'aimez pas les gens, ils le sentent. Si vous n'aimez pas la culture, il faut une appétence pour la culture. Et c'est souvent, quand vous avez appris une langue, il faut bien reconnaître qu'avec la langue, vous vous êtes rapproché d'une culture, de la cuisine, enfin de plein de choses, que les gens voient que vous avez plaisir à leur rendre visite. Il faut aussi, dans la densité de présence, qu'il y ait une densité de business, c'est-à-dire que si vous êtes une trop petite part, si vous représentez une trop petite part du chiffre d'affaires de votre distributeur, il faut le convaincre que le développement va se faire avec vous. Donc il faut bien comprendre, lui, ses enjeux de développement et essayer d'y coller au mieux et d'amener d'autres partenaires éventuellement pour l'aider dans sa trajectoire de développement. Et c'est très difficile d'avoir cette transparence, en tout cas moi c'est ce que je constate, c'est très difficile d'avoir cette transparence de discussion avec un partenaire à l'étranger. Moi quand je suis avec des gros industriels qui font plusieurs centaines ou des milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc nous on est tout petits, ça les intéresse, ils complètent leur gamme, je sais que je suis une petite brique qu'ils trouvent jolie, pratique, etc. Mais je suis arbitrable très facilement. Donc après, il faut que je trouve la bonne dimension. Donc l'animation des distributeurs, ça c'est vraiment le cœur du métier des commerciaux grand export. C'est vrai que c'est compliqué de trouver des commerciaux. Nous, on a décidé de ne plus imposer qu'ils soient basés à Rennes. Ça n'a pas rendu les choses pour autant beaucoup plus faciles parce que c'est quand même des marchés où il y a assez peu d'acteurs. C'est des vies difficiles. Moi, c'est des gens qui sont 3 semaines par mois en grand déplacement. Donc, c'est dur. Quand un jeune, en général, ça, on trouve encore des jeunes, ils se marient. Donc là, vous savez que la chaîne de la vie va jouer donc en suit premier enfant, deuxième enfant, et c'est plus difficile. Donc, il faut aussi prévoir des parcours au sein de l'entreprise qui permettent d'évoluer, éventuellement de faire autre chose pendant quelques temps et de revenir sur des parcours de mobilité. Et ça, c'est pas facile. Mais en tout cas, l'animation des distributeurs, ça, c'est vrai que c'est un des éléments clés. Et il faut être présent le plus possible. Nous, on a spécialisé, on a renforcé notre équipe pour avoir des gens biculturels, par exemple. Mais par exemple, on a pris un Maghrébin sur le Maghreb. C'est compliqué parce que si les Marocains, les Algériens l'aiment pas et les Tunisiens trouvent qu'il n'est pas à la hauteur. Enfin, si vous prenez une fille, un garçon jeune, ils aiment les vieux garçons blancs. Enfin, voilà, il y a un tas de paramètres, mais en tout cas, il y a une proximité culturelle qui fera que, par exemple, on les invitera plus à des séminaires pendant le Ramadan. Alors, on a au moins passé ce stade-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Hop, je vous donne un micro. Merci. Je voulais rebondir et avoir votre avis sur... vous avez beaucoup parlé de l'humain et des expériences que vous avez eues à l'international. Vous n'avez pas vraiment évoqué la partie digitale, dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui dans vos entreprises, les stratégies de contenu digital pour justement aider ces hommes et ces femmes qui sont à l'étranger ou sur des marchés export puissent se reposer sur ces outils-là qui ont bouleversé depuis que vous êtes arrivé, vous Christian, en 91, ou débuté l'activité en 91. Il y a eu une vraie évolution avec l'arrivée des sites web qui doivent être aujourd'hui traduits en multilingue. Quelle a été votre approche ou quelle est-elle aujourd'hui ? Eh bien, il faut embaucher des jeunes. Comme ça, ils répondent. Non, mais c'est clair. Je dirais que vous me demandez à moi si, par exemple, il fallait que je m'adapte à l'outil. Je vous dis, je suis filmé. Mais non, il y a une révolution. Je disais tout à l'heure, il y a une révolution qui s'est faite. Alors, il y a eu un concours de circonstances. Ça s'est bien préparé d'une part, mais ça se fait avec la nouvelle génération qui vient. Et qu'on soit aux États-Unis, ils peuvent commander des fois des gabottes sur Amazon, ils peuvent aller voir Internet, notre site, enfin bref. Je dirais qu'on va même plus loin, c'est-à-dire que tout à l'heure je parlais peut-être de plus, je dirais dans nos cartons pour tracer le produit. Non, ça se fait bien. Je dirais que de toute façon, on est obligé de le faire. Si on veut rester compétitif, il faut vraiment absolument le faire. Je repensais un petit peu à ce qu'on disait. En 90, il y avait 48 salariés pour faire 500 tonnes. Donc cette année, on va faire 5000 tonnes avec 150 personnes. Donc on a investi en... C'est pour ça que je suis contre de taxer les automates, parce qu'autrement on ne va pas s'en sortir. Mais non, il faut s'adapter en permanence. Il faut... tout à l'heure, je prends...
Notre partenaire de Hong Kong nous envoie sa pub par un lien, donc sur l'iPhone. J'arrive ici, j'ai oublié de prendre le slide, ben, je retrouve sur mon iPhone sa publicité, voilà quoi. Non, on est branché pratiquement en permanent, quoi. Et puis, là, ça fait partie aussi de notre évolution. Et moi, je vis à côté de tout le monde et je me nourris de leur développement, quoi. Voilà, littéralement. Oui, mais on n'a pas forcément besoin d'être jeune pour être au fait de tout ce qui est, ça aide. C'est plus naturel peut-être. Le sujet de la digitalisation, je dirais, c'est presque clivant, c'est-à-dire que ça va marcher dans l'autre sens. Si on n'est pas assez rapide sur la digitalisation, ça nous ralentira à l'international. Mais ça fait partie des défis. Je pense que l'international, c'est un défi culturel, la digitalisation aussi, avec une barrière générationnelle qui est claire. C'est un combat. On vient de déployer Office 365 en disant « Ah bah tiens, on va faire un déploiement viral ». Ça donne un truc viral quand même pas du tout maîtrisé, avec des jeunes qui ont les fichiers, qui savent les ouvrir, qui discutent entre eux, des managers intermédiaires qui se sentent marginalisés, qui n'arrivent pas à aller ouvrir les fichiers. Enfin, c'est compliqué. Donc je vois plutôt ça, la digitalisation, ça fait partie des défis à côté de l'international, et sachant que si on n'est pas assez rapide, ce sera un frein. C'est vrai que notamment Internet dans notre domaine a changé pas mal de choses. Les agriculteurs qui achètent nos matériels aujourd'hui se renseignent tous sur Internet avant d'acheter le produit. Et parfois, ils en connaissent plus sur le produit que le distributeur lui-même. Et donc, c'est vrai que ça peut mettre en difficulté les distributeurs qui ont toute une gamme à vendre et qui, du coup, n'ont pas le temps d'approfondir comme peut avoir le temps un agriculteur à un moment donné quand il est intéressé par un produit. Et ça, c'est vrai que ça change les choses. Et on a besoin justement de plus en plus d'accompagnement de nos distributeurs, d'autant plus qu'aujourd'hui, la plupart de nos machines sont équipées d'électronique. Les distributeurs d'engrais, aujourd'hui, 50% sont pilotés par GPS. Donc, c'est vrai parfois, ils se sentent un peu à l'écart de cette technologie. Il faut vraiment les accompagner. Ça va très, très, très vite. Que ce soit le marketing aussi. Hein. Le marketing donc, que ce soit notre ami de Digitaléo ou notre ami Hugues Méli, il nous picouse en permanence qu'on soit bien dans le tempo. Est-ce qu'il y a, oui, d'autres questions? Alors, je vous amène un micro parce que c'est vrai que c'est quand même plus facile, et comme cette rencontre sera rediffusée sur Internet, il faut bien qu'on entende tout le monde. Si vous voulez bien vous présenter, monsieur, peut-être avant de poser votre question. Bonjour, Eric Maillard, société Maillard et Maillard, agencement en pierre. Je vous demandais, monsieur Takar, vous parliez de la Russie. Quel est votre chiffre d'affaires maintenant en Russie? Écoutez, pas loin de zéro. D'accord. On s'est fixé d'autres priorités, c'est-à-dire, bon, là, je racontais cette anecdote. Alors après, comme il y a eu pas mal de bouleversements, on va dire, politiques aussi, et nous, on a vraiment focalisé, parce qu'en même temps, le site de Dinan était saturé, donc, par exemple, on est très peu présent, donc on est très très loin dans les duty free, mais on est très très peu présent, par exemple, en Angleterre. Alors pourquoi, par exemple, que ce soit l'Angleterre ou que ce soit la Russie? C'est-à-dire que il faut être, je dirais, à la limite, au niveau de la Russie, même si le produit est bon, ils discutent les prix, entre guillemets, comme des fous. D'accord? En Angleterre, par exemple, grosso modo, si vous voulez percer le marché anglais, il faut vendre un paquet de gavottes et puis en donner un gratuit pour commencer. Donc, comme on n'est quand même pas obligé, nous, de se couper en quatre, je m'excuse du terme, pour essayer de vendre, donc on prend le temps. Donc on a mis en place notre nouvelle usine, on va sur les marchés sur lesquels on se sent bien, sur lesquels on sait qu'on a un fort développement. Et la Russie, ça commence à revenir tout doucement, c'est-à-dire on en parle, on a des contacts, mais voilà. Donc il y a certains, on a le privilège de pouvoir se permettre, je ne vais pas dire de négliger, mais de ne pas aller forcément sur certains marchés temporairement. Oui, et Catherine Fayet, vous me disiez quelque chose d'intéressant, c'est pas la peine de souffrir non plus voilà. pour exporter ou pour Je pense que ça aussi, c'est les limites de l'analyse stratégique trop poussée. C'est qu'il y a un moment, vous voyez bien, quand un pays comme la Russie traverse une crise
avec une crise sur la monnaie, sur la confiance du pays, il faut retirer quasiment la ressource commerciale et la mettre à côté. C'est-à-dire il faut aller vers la facilité. Il n'y a pas de gloire à perdre son temps à l'international. Il faut aller vers un pays qui vous fait envie, où votre produit a l'air de coller, vous avez des premières entrées, il faut avoir de la chance et la chance tourne. Donc il faut aller vraiment, cette obsession de la facilité, il faut aller vers le plus fluide pour grossir le plus vite. La question de la taille, pour moi, c'est quand on met trop longtemps à faire du chiffre d'affaires sur un pays ou à ce que ce pays devienne régulier, ça veut dire que chaque commande, je regarde l'effort commercial qu'il faut que je fasse, c'est-à-dire la densité de présence commerciale, je reste avec une densité de présence. Et je sais que ça, par rapport à Schneider, qui a une énorme force commerciale et qui vend quasiment à la fin de la journée, entre 17 et 19 heures, il peut faire un rendez-vous sur le secteur de l'eau parce qu'il a déjà vendu beaucoup de matériel par ailleurs. Moi, je me bats contre ça. Donc, cette puissance aussi économique, il faut qu'elle soit à mon avantage. Il faut que j'aille où c'est facile de vendre. Et donc, il faut accepter de dire non, nous n'allons pas sur ce marché parce que la monnaie nous est défavorable, parce que le contexte économique, parce que le produit. Et c'est parfois aussi difficile vis-à-vis d'équipes qui pensent que ah, mais là, il y a un super potentiel, etc. Par exemple, sur la Russie, sur l'Ukraine, donc avant qu'il y ait les problèmes, je dirais, que l'on connaît, donc on a comme client Auchan. Donc Auchan a pas mal de magasins. Donc moi je pensais que par la bande et en connaissant, en ayant rencontré un des muliers, je dirais comme ça, à l'occasion, donc je l'avais rencontré à Atlanta et puis j'ai dit tiens, je voudrais bien travailler sur la Russie. Ben, il m'a donné des coordonnées. Bon, on a essayé, pas d'intérêt. Moi je dirais, je reviens aussi aller sur un pays qui nous fait plaisir, aller voir des clients qui ont envie de notre produit, on a envie de se faire plaisir, quoi. Moi, oui, on est capable aujourd'hui de pouvoir, on a ce pouvoir, je dirais, de dire non à un client, on va arrêter de vous vendre parce que les conditions que vous nous demandez ne correspondent pas à ce qu'on a envie de donner comme remise. Je ne citerai pas une enseigne française, mais donc là, comme tous les ans, il y a les négociations qui vont durer jusqu'à fin février. On se bat comme des malades, mais alors comme des malades pour 2 ou 3 centimes. Il y a une enseigne, on a décidé, mais on arrêtera de livrer. Hein, s'il faut, on passera par là, quoi. Parce qu'à un moment donné, par exemple, comme la recette de Gavotte Nature, je dis bien la recette de Gavotte Nature, aucun distributeur en France ne l'a à sa marque. Nous sommes les seuls à faire de la crème dentelle. Il n'y a pas d'autres fabricants de crêpes. Carrefour a mis 10 ans pour nous dire on veut la Gavotte à notre marque Reflet de France. On a dit non, on vous donne la recette de Quimper qui est la nôtre. Mais Gavotte, c'est notre cœur à nous, donc on la garde, on garde un petit privilège. On a donné, je dirais qu'on a la recette des Gavottes chocolat, c'est la même pour tout le monde, que ce soit pour les États-Unis, que ce soit pour la Chine ou que ce soit pour la France. Pourquoi ? Parce que là, il nous fallait un produit, je dirais, qui... un Chinois ou un Japonais manger une Gavotte, c'est une catastrophe parce qu'ils ne savent pas la manger, parce que ça fait des miettes. Alors ils sont affolés de voir des miettes, alors qu'on leur dit mais non, c'est bien, tant qu'il y a des miettes, c'est que le produit est bon. Tandis que la Gavotte chocolat, ils la mangent en une bouchée. Alors, donc le produit, il est transverse, hein, ça va du Japon jusqu'à l'Alaska, si vous voulez. Mais voilà, donc nous, on cherche, bien sûr qu'on est là pour faire du business, on est là pour faire de l'économie, on est là pour faire du social, mais on est là aussi pour se faire plaisir et de vendre à des clients avec qui on peut s'entendre. Monsieur Maillard, vous aviez une deuxième détente dans votre question. Excusez-moi, juste une dernière question. Concernant les règlements, enfin conditions de règlement, vous avez une assurance prospection ? Oui, alors on n'a plus d'assurance prospection, mais simplement, bon, maintenant on travaille aussi avec la COFAS, on travaille avec des assurances. Il y a aussi le fait que, par exemple, sur les États-Unis, le volume est tellement important qu'on est obligé de fabriquer très longtemps à l'avance, d'avoir un énorme stock, de livrer et d'avoir un délai de paiement relativement long. Donc il y a un problème de confiance aussi. Mais par exemple, vous parliez de l'Algérie, donc on s'est refusé d'aller vendre des Gavottes au chocolat sur l'Algérie. Alors pourquoi ? Parce que peut-être politiquement c'est pas tout à fait notre tasse de thé, peut-être qu'aussi je dirais la Gavotte chocolat dans les pays chauds c'est peut-être pas tout à fait ça, même s'il y a des frigos ou des magasins à température dirigée, mais voilà, je crois que oui, on a envie de vendre comme ça. Ouais, ça se mérite la Gavotte, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que peut-être Catherine ou Madame, on va vous apporter un micro, si vous voulez bien.
Bonsoir, Marie-Laure Blot, agence durable. Je me posais une question par rapport à la politique RSE de vos entreprises. Et je voulais savoir, du coup, dans un contexte à l'international, si pour vous c'était plutôt un levier ou si c'était vraiment inexistant dans vos relations commerciales. Politique AGSE. Politique RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Ça dépend beaucoup des pays. C'est vraiment très variable. Il est clair que sur les pays proches, européens, qui ont une grille de lecture culturelle homogène sur ce sujet-là, ça fait partie des sujets qui sont évoqués. Il y a d'autres pays pour lesquels ça n'a absolument pas de valeur. Je n'ai pas de pays dans lequel ce soit un facteur discriminant positif pour moi. Je me mets au moins au niveau de mes concurrents et j'espère que ce ne soit pas un facteur discriminant contre nous, mais dans la plupart des pays sur le grand export, ce n'est pas un facteur clé. Alors en ce qui nous concerne, donc nous on s'est inscrit au Pacte mondial Global Compact depuis 2003. Maintenant, par exemple, les États-Unis, le chocolat, c'est un chocolat certifié. Voilà, donc ça dépend des enseignes. Parce que bon, faire une politique RSE, alors nous on a une démarche RSE dans l'entreprise, certes, mais je ne vais pas dire que certains clients, pour le moment, c'est pas leur tasse de thé. Non, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de mettre en avant notre démarche, notre engagement. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des contacts clients. On essaye de prévenir nos responsables commerciaux de pas trop faire campagne, de faire attention à la corruption. Donc voilà, je dirais qu'il y a un tas d'éléments, mais plus on va aller de l'avant et plus l'ensemble, par exemple, de nos marchés, que ce soit par exemple au niveau de la farine ou du sucre ou du chocolat, d'être certifié ou d'être dans le développement durable. Alors on ne peut pas être partout en bio, parce que bon, je dirais que pour le moment, si on a par exemple on est dans une agriculture raisonnée, donc on peut prouver qu'on fait bien. Ça dépend un petit peu des intrants au niveau de l'agriculteur qu'on puisse mettre. Mais oui, ça fait partie quand même des objectifs à avoir et puis de le mettre en avant. On essaye de le valoriser par rapport à notre démarche volontaire. Par exemple, au niveau des États-Unis, on a une enquête sociale tous les 2 ans. Donc, ils débarquent chez nous, ils viennent voir si on paye correctement nos salariés. Et donc, ça nous a incité d'une part à faire une charte et d'autre part, avec nos fournisseurs, d'avoir la même démarche. C'est-à-dire que, par exemple, si on achète des boîtes en Chine, on va faire certifier les sites. Donc, on est bien attentif. Stéphane, vous voulez rajouter ? Alors, pour ce qui nous concerne, on n'a pas de démarche RSE proprement dite. Par contre, nous sommes une entreprise familiale avec des valeurs humaines et ça transpire dans notre relation commerciale naturellement tous les jours. Et c'est ce qui fait aussi la différence par rapport à des gros groupes. Nous, on est tout petits. Nos concurrents font 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai qu'on a une démarche justement de proximité humaine avec nos partenaires et c'est ce qui fait aussi la différence. Et d'ailleurs, on recherche plutôt des partenaires qui nous ressemblent. On ne recherche pas forcément des très grosses structures, mais plutôt des petits distributeurs à taille humaine qui vont aller se battre davantage pour nos produits parce que déjà ils ont une gamme beaucoup moins large et on a un relationnel qui est particulier. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on est basé en Bretagne et on a une usine qui est toute neuve aussi, qu'on a reconstruite il y a 5 ans. Donc un site industriel tout neuf. On en profite pour les faire venir, leur faire visiter l'usine, leur montrer notre outil industriel moderne et performant et leur faire profiter de Saint-Malo, du Mont-Saint-Michel. Et c'est vrai, ça tisse des liens très particuliers avec ces gens-là. On dîne ensemble au restaurant le soir, on rigole et c'est ce qui fait aussi le commerce. Puisqu'il y a 15 jours, on a lâché des moutons sur le site de Dinan pour éviter d'utiliser des tracteurs. Et donc, on a reçu 1 ou 2 mails de clients, je dirais, asiatiques en disant « Mais vous faites quoi maintenant? Vous faites de l'élevage de moutons ?» Madame. Bonsoir, Isabelle Charmeil, Business France. Je voulais revenir parce que vous avez beaucoup parlé des RH. Et je vous ai peu entendu parler à l'international, à part vous, Christian, du VIE. Et donc, je voulais savoir si c'était un dispositif qui pourrait être mis au cœur de votre stratégie et de votre développement à l'international, sachant qu'il peut être basé dans vos filiales, auprès de vos distributeurs à l'étranger. Et ça permet aussi d'avoir des jeunes qui ont envie de bouger, qui sont motivés, de tester un collaborateur. Enfin, je ne vais pas faire l'article du VIE, mais on teste, nous, pour notre part, régulièrement le VIE. J'ai fait un CSNE à l'époque
avec Sulky, Burel, et j'y suis resté à la suite de ce CSNE. Et on a régulièrement, oui, des jeunes qui sont dans cette démarche, plutôt dans des démarches de prospection ou d'assistance sur certains marchés. Vous faites très bien la promotion, Madame Charmel. Nous, on l'a fait il y a quelques années, pas toujours avec succès, mais je pense aussi que pour bien piloter un VE, il faut savoir ce qu'on veut faire et avoir quelqu'un qui va vraiment lui donner une mission, l'accompagner. Si on le laisse tout seul dans un pays qu'on ne connaît pas, ben on n'en a pas pour notre argent, quoi. Donc moi, je crois beaucoup à cette démarche de, à un moment, se lancer dans un pays. Dans les missions que j'ai pu faire, moi, avec Business France, etc., ou avec mes pays, je constate quand même qu'il y a des gens à l'international qui sont hyper motivés. Il y a vraiment on rencontre des jeunes qui sont vraiment amoureux du pays dans lequel ils sont, qui ont une vraie polyvalence de secteur d'activité, etc. Donc je suis convaincue que c'est des pistes sur lesquelles on reviendra quand on sera prêt pour le faire dans certains pays. Oui, parce que comme vous disiez, ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Ouais. Christian Kefelec, vous le dire. Je voulais juste apporter un petit complément d'information, mon expérience sur la RSE. La première chose, c'est moi je travaille beaucoup avec des grands groupes au Grand Export, et donc il y a toujours dans les cahiers des charges un volet RSE, mais c'est à la sauce soit locale, soit très locale, mais c'est plutôt la sauce très anglo-saxonne. Et quand on réfléchit RSE dans les entreprises françaises avec un regard trop français, on risque d'être en décalage. C'est la première observation. Et puis, la deuxième chose, c'est que le grand export peut provoquer des difficultés, notamment dans le domaine social, par rapport à une politique de RSE. Typiquement, le droit à la déconnexion. C'est impossible quand vous avez des collaborateurs à l'autre bout de la planète auprès desquels il faut être disponible un peu à tout moment pour répondre à leurs problèmes de l'instant, parce que la commande, elle se gagne maintenant et puis pas demain matin. Donc s'il n'y a plus personne dans la boîte qui est connecté, ça ne marche pas. Donc tout ça, c'est un sujet fondamental. Vous avez beau avoir une démarche RSE, je pense que beaucoup d'entreprises qui partent à l'export le font, toutes nos entreprises performantes ont envie de ça, mais derrière, il y a des décalages qui peuvent être fréquents. Est-ce que quelqu'un a une question ou une... Hop, messieurs, dames. Je vous laisserai passer le micro à madame, enfin avant ou après, peu importe. Bonjour, c'est de mon studio à l'université RAN1, toujours étudiant. En fait, si vous nous racontez un peu de votre première expérience à l'étranger et les difficultés que vous avez rencontrées durant cette première expérience. Alors c'est vrai que c'était quelque chose qu'on avait évoqué au tout début de la table ronde tout à l'heure, mais peut-être revenir sur les difficultés lors de votre première expérience. Qu'est-ce qui a été le premier frein quand vous êtes lancé, vous êtes ouvert à l'international? Déjà, moi, à titre personnel, je fais partie des premières générations Erasmus, donc je pense que c'est quelque chose qui va changer profondément l'Europe et qui est notre meilleure chance pour l'avenir. Partir étudier à l'étranger, c'est très compliqué. C'est devenu très banal, mais en même temps, arriver dans un pays, aller chercher une autorisation de séjour, etc., c'est quand même quelque chose qui est une vraie expérience humaine et qui est toujours un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait imaginé, avec des vraies difficultés humaines, des chocs culturels. Ça peut être des choses très basiques qui deviennent d'un seul coup très compliquées. Donc ça, je pense que l'expérience de l'export, de toute façon, les gens qui vont aller vers l'export, plus on s'y met jeune. Et donc je vois que vous êtes d'origine étrangère, donc je me félicite que vous soyez là ce soir et que vous veniez nous écouter, parce qu'on a besoin de gens comme vous pour nous enrichir, pour venir nous gêner, nous déranger, nous interpeller, et puis demain apporter nos produits à l'international. Je pense que le point clé sur le parcours de l'international, c'est qu'il faut commencer le plus jeune possible, le plus tôt possible. Et puis il ne faut pas avoir peur, c'est vrai que souvent on trébuche, on fait des erreurs. C'est vrai qu'il arrive, les premières fois, il nous arrive d'avoir honte de la situation dont on peut se trouver, mais il faut persévérer, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et il faut du pragmatisme, et puis l'expérience se fait progressivement. Alors tout à l'heure, je disais que donc, la première fois que j'étais aux États-Unis, donc on va dire New York, c'était 91. Avant de faire New York, on va dire, j'avais fait quand même un petit peu l'Europe et l'Amérique du Sud, et je m'étais dit, avant que je rachète les Gavottes, jamais je mettrai les pieds aux États-Unis et à New York.
Quand je suis arrivé à New York, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es con d'avoir attendu si longtemps pour venir ici. Et depuis 91, je ne sais pas, j'ai dû aller en moyenne 3 fois, 4 fois par an, voilà, une centaine de fois aux États-Unis. Et je pense qu'il faut se casser les dents à un moment donné pour aimer, pour y retourner. Et puis, ou alors je pourrais raconter aussi, je me suis retrouvé, tout à l'heure je parlais le fait de faire campagne. Et donc les Chinois, lorsqu'ils vous accueillent, bien sûr, ils sont très prévenants. Donc la table, elle tourne. Il y a une dizaine de plats. Chaque fois que vous prenez le verre, le président de la société, il fait campagne. Alors donc vous êtes soit au cognac et tout un repas au cognac, donc il faut suivre. Voilà. Mais non, c'est des bonnes expériences. Madame. Oui, bonsoir. Michel Tellier, faculté des métiers de Kerlan. Vous avez évoqué tout au début les incertitudes du marché américain liées aux élections présidentielles et également peut-être le marché anglais avec le Brexit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être justement la suite liée à ces différents chocs politico-économiques? Et est-ce que vous avez un plan B si effectivement le marché américain venait à se raréfier pour des raisons de douane ou autres? Alors, il nous est arrivé la même expérience, je dirais, douloureuse en 2000. Puisque pour refaire un petit peu l'histoire, le gouvernement américain était contrarié par rapport à l'Europe concernant la taxe sur la banane dollar, ce qu'on appelait à l'époque. Et vous aviez à l'époque un certain nombre de produits qui étaient taxés à 100%, dont le Roquefort et les gavottes au chocolat. Donc on s'est retrouvé d'un volume qui était divisé par 3. Donc ça nous a obligés aussi là une première fois à nous dire mais qu'est-ce qu'on doit faire, et il faut vraiment être compétitif. Maintenant par rapport à la tendance actuelle, il est certain que nos partenaires avec qui nous travaillons, tout le monde est un petit peu attentif parce que je dirais, en ce qui nous concerne nous avec les partenaires que nous avons, ils ne sont pas très Trump pour être très, très logique et franc. Maintenant, écoutez, concernant les États-Unis, c'est sûr que s'il y avait quelque chose, ça serait peut-être une petite catastrophe. Concernant le Brexit, on s'y est préparé. C'est sûr que c'est dommageable que l'Angleterre sorte du marché commun, et je dirais que c'est pas tellement à la limite dommageable pour le peu de gavottes qu'on vend en Angleterre, mais c'est plutôt pour l'unité européenne dont on reflète à travers le monde. Voilà, je crois que là, il faut aussi peut-être que nous, on fasse un petit peu de pédagogie vis-à-vis de nos responsables commerciaux pour justement parler très directement de ce point de vue-là. Parce que par exemple, si vous avez regardé l'actualité, donc on parle l'Angleterre parle de sortir, et en même temps l'Angleterre va commencer à aller voir les Turcs, à aller voir tel ou tel pays pour essayer de faire des accords commerciaux un petit peu en live. Voilà, il faut s'adapter, quoi. Rapidement, si vous voulez bien, peut-être Stéphane, vous qui avez investi le marché. Alors pour nous, les États-Unis, nous n'y sommes pas présents parce que le produit est complètement différent. Pour l'Angleterre, je dirais que ça nous inquiète relativement peu, puisqu'il n'y a pas d'industriels anglais qui fabriquent sur le territoire. Donc nos concurrents sont sur la zone euro. Donc voilà, on sera assez peu impacté, je pense. On va prendre, si vous voulez bien, 3 dernières questions. Monsieur, on commence avec vous. Oui, bonsoir. Xavier Cadiou, Société Agri Réseau International. Donc c'est une question pour Stéphane. Elle concerne l'Afrique du Nord et puis l'Afrique subsaharienne. Est-ce que vous avez une politique africaine? Alors aujourd'hui, très très peu. On est présent essentiellement en Afrique du Sud, qui est un marché qui correspond à peu près bien à nos produits. Sur l'Afrique du Nord, on fait quelques coups ponctuellement. La difficulté, c'est qu'on n'a pas forcément les produits adaptés à ce marché-là. Ce sont plutôt les Espagnols et les Italiens ou les Turcs qui sont présents sur ces marchés-là. On y a été autrefois. Aujourd'hui, on n'est pas du tout compétitif avec nos produits et ils ne sont pas forcément adaptés à ce marché-là. Donc c'est vrai que c'est des réflexions. On parle du développement du continent africain, c'est des réflexions pour demain. Est-ce qu'on doit développer des gammes de produits qui répondent à ces marchés-là et est-ce qu'on sera suffisamment compétitif? Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre préoccupation majeure.
éventuellement, mais c'est vrai que le potentiel de développement est bien plus important déjà, je dirais, sur les marchés qui ont des produits qui correspondent mieux à notre gamme. Déjà, les pays de l'Est, hein, je vois la Roumanie, qui est un pays en devenir agricole. Alors, il y a pas mal de corruption encore, il y a pas mal de choses à faire, mais c'est un pays qui va se développer, comme la Pologne s'est fortement développée ces dernières années. Donc là, on voit des potentiels de développement importants et on préfère se concentrer sur ces zones-là plutôt que d'aller se casser les dents sur des marchés où on n'a pas le produit et on n'a pas la compétitivité. Monsieur ? Bonsoir, Guillaume Sauvion de la société Oran. On est primo-exportateur, on a développé une gamme de machines pour vidanger les cellules de stockage de grains, d'oléagineux. Voilà, dans ce cadre-là, donc on cherche à développer, à vendre nos machines à l'export. Et on commence à avoir des contacts en Ukraine et en Russie. Et on se pose des questions en ce moment sur quel modèle de vente, quelle stratégie commerciale adopter. Parce qu'on a des contacts avec des clients finaux, des contacts avec des revendeurs, des contacts avec des distributeurs, des contacts avec des agents. Et dans tout ce milieu-là, au niveau de la politique de prix, il y a vraiment de tout. Et quelle est la meilleure stratégie à adopter? Peut-être que vous ne saurez pas forcément me répondre. Peut-être que dans l'assemblée, il y a d'autres personnes qui ont vécu ce genre d'expérience. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'en dire deux mots si vous avez vécu Alors, sur ces marchés-là, une des premières vigilances, c'est vrai que c'est le paiement. Donc, nous, on passe systématiquement par des distributeurs qui ont la capacité d'acheter nos produits souvent avant expédition, de façon ou autrement obtenir une garantie de paiement sur le partenaire. Mais c'est vrai que c'est des pays où le risque financier est fort et il faut être relativement vigilant. Par contre, c'est vrai que c'est des marchés qui, pour l'agriculture, ont un devenir qui est très important. Et vous, au niveau du marché ukrainien, vous avez aussi des distributeurs? Vous fonctionnez? Oui, alors on distribue via deux réseaux, notre propre réseau Sulky. Donc on a des distributeurs qui importent nos matériels, qui en assurent la mise en route et le service après-vente. Et puis on travaille également via le réseau John Deere qui commercialise nos produits sous ces couleurs. En tout cas, c'est vrai ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas rester seul et il y a des structures, on parle au World Trade Center Rennes-Bretagne ou BCI ou voilà, des structures qui peuvent vous accompagner, je pense, et vous soutenir dans cette démarche-là, vous apporter conseil. On va prendre une dernière question. Madame. Oui, Liu Chenchao de Société Melia. J'ai une question, j'aimerais bien savoir comment vous avez trouvé votre partenaire sur place avant de franchir le premier pas vers certains pays. Moi, je crois que l'un des points essentiels pour les partenaires sur place, c'est les salons. C'est-à-dire qu'effectivement, la première chose qu'on fait quand on va aller dans un pays, un salon, c'est une formidable place de marché. Vous avez tous vos concurrents, vos clients passent, idéalement, quand vous avez bien choisi le salon. Donc, les points d'entrée en général, nous, c'est un salon. C'est aussi le site internet où des gens nous appellent parce qu'ils veulent distribuer notre pays. Mais le salon, c'est toujours une grande expérience. Vous partagez Oui, tout à fait. BCI. Un autre point important aussi, c'est la relation. Garder les relations garder un réseau. Si je prends par exemple nous l'exemple du Danemark, on a laissé ce marché en dormance pendant un certain nombre d'années. Notre partenaire ne faisait plus grand-chose. Et puis un salarié de ce partenaire a décidé de s'installer en tant qu'agriculteur et on a gardé le relationnel avec lui. On lui a dit écoute, tu connais bien le Danemark, si jamais tu entends parler de choses qui se passent sur le marché. Donc voilà. Et il y a un grand salon à l'Agritechnica qui est en Allemagne, qui est l'Agritechnica, premier salon mondial du machinisme agricole. Et il venait nous voir tous les 2 ans. Et puis il n'y a pas très longtemps, il nous a dit mais j'ai un truc. Il y a un distributeur d'automobiles au Danemark qui est en train de s'implanter dans l'agricole, donc voilà, qui rachète toutes les concessions John Deere et qui va distribuer la marque John Deere en direct vers les agriculteurs. Et donc qui recherche des cartes. Et voilà, on a prospecté vers ce nouveau distributeur et voilà, on a signé l'année dernière et on a l'exclusivité sur nos produits sur le marché danois. Et voilà, on est resté 10 ans, je dirais, en dormance sur ce marché-là. Mais on a gardé ce lien, cette relation.
qui nous a permis à un moment de rebondir. Ouais, donc savoir exploiter les opportunités, mais aussi savoir les créer en allant et en étant présent sur les salons. Merci beaucoup à tous les trois. Vous savez, notre temps est compté. Je pense qu'on peut une nouvelle fois applaudir nos trois témoins. On va juste faire une petite conclusion rapide avec vous, Céline Vigneault, si vous voulez bien. Juste un petit mot peut-être sur les choses importantes qu'on a entendues ce soir et qui ont été véhiculées par nos... J'ai pris des notes. Oh bah, magnifique. Oh, mais je vois que c'est long, super. Ouais. Non, J'en avais pour longtemps. Non, en gros, moi j'ai retenu quand même une chose qui est très forte et pour le vivre en ce moment même, enfin dans notre entreprise actuelle, c'est il faut un projet d'entreprise. L'international, il faut une volonté de la direction, certes, mais il faut aussi que tout le monde suive. Et la force aussi d'aller à l'international, c'est d'avoir une ouverture multiculturelle. Ça, c'est indéniable, c'est ressorti. Hein. Un besoin, même quand il n'est pas là, mais ça, c'est très fort. Et puis, d'avoir aussi cette adaptation de produits, donc de bien connaître en fait le territoire sur lequel on veut aller. Il y a des opportunités, c'est certain. On commence tous un jour par une opportunité de toute façon. Par contre, après, il faut se structurer. Il ne faut pas perdre son temps dans des études qui durent des années et des années. Par contre, il faut, quand on décide d'aller sur un territoire, comme vous disiez, un bon produit français, ça ne fait pas tout. Il faut qu'il soit adapté au territoire sur lequel vous allez aller. Donc, que vous vous posiez les bonnes questions. Et ça, c'est très très fort. Enfin, c'est ressorti parmi vos trois interventions. Et je confirme. Et l'innovation. Toujours l'innovation présente, qu'elle soit dans votre entreprise pour vous adapter à cette démarche à l'international et l'innovation de votre produit pour qu'il soit justement adapté au marché sur lequel vous voulez aller. Pour moi, c'est trois grands piliers. Et pour terminer, peut-être insister sur le fait, et on l'a entendu aussi, qu'on ne se lance pas tout seul, on se repose sur les partenaires sur place, de terrain, et puis aussi sur des structures qui connaissent bien, et c'est notamment le cas. Voilà, alors je suis membre du WTC, ça c'est indéniable, c'est un très très beau réseau. Par contre, on a quand même aussi énormément de chance en Bretagne d'avoir le bras armé de la Bretagne qui s'appelle Bretagne Commerce International. Désolée, mais, mais ça, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un très gros acteur. Le WTC est un hub. Il va vous orienter sur tous les acteurs. On a Business France, on a BCI, on a d'autres acteurs qui sont très compétents. Il y a du privé, il y a du public. On a une très belle offre publique. Utilisons-la. On n'est jamais mieux servi qu'accompagné par des professionnels. Et il faut savoir être à l'écoute du conseil que ces gens sont capables de vous apporter. Ouais, et c'est ce réseau de professionnels aussi, tous autant qu'ils sont, qui font la force de notre territoire. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Céline Vigneault. Merci une nouvelle fois à nos trois témoins ce soir. Et puis, s'ils ont 5 minutes, je suis sûre qu'ils seraient OK pour répondre à une ou deux petites questions supplémentaires de manière plus informelle. Merci beaucoup à vous. Ah, Christian Taccard, vous avez encore une anecdote à nous raconter. Non, j'ai un tout petit mot. Il me semble qu'un des critères pour l'export, c'est de garder son humilité, de ne pas partir avec une certaine forme d'arrogance parce qu'on a un bon produit, parce qu'on est français, parce qu'on est ci. Toujours être à l'écoute et avoir un petit peu d'humilité. Merci beaucoup, Christian Taccard. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis une bonne soirée, une prochaine fois et puis merci à tous les gens, Anne et Vagiola qui ont permis cette soirée possible en tout cas. Merci.